Merci d'être venu pour cette conférence Hippocrate. Alors, une fois n'est pas coutume, ça fait peut-être 3 ans qu'on fait ces conférences Hippocrate et on a insisté pour que je prenne la parole. Et donc, je vous ferai une conférence sur l'émergence surtout des maladies infectieuses. Et je laisse la parole à l'organisateur qui va dire quelques mots de bienvenue aussi. Vous dire déjà que c'est une mauvaise date, parce que théoriquement, on aurait dû avoir le travail, parce que c'est un véritable travail. Il l'a conçu en ce sens, notre doyen. Donc c'est un véritable travail qu'il s'est donné, suite d'ailleurs à des livres qu'il a consacrés justement sur ce phénomène des problèmes infectieux. Et en particulier un livre que je vous conseille, qui s'appelle « Les maladies émergentes et le franchissement des barrières d'espèces », colloque dans lequel tu participais, dans lequel participait aussi Frédéric Keck, que je ne fais que d'appeler, mais qui va bientôt arriver et qui est anthropologue, et dans lequel des visions de santé publique, c'était Anne-Marie Mulin qui, en tant que sciences humaines et sociales également, se retrouvait. Donc aujourd'hui, tu as accepté donc à la fois en tant que doyen et en tant que conférencier. Je pense que c'est un grand plaisir que tu nous fais. Ce que je te propose, c'est que pendant 1 heure, tu nous présentes en effet presque ta thèse. Nous sommes là en train de voir la thèse du doyen. Ensuite, Antoine Flao prendra la parole pour les aspects de santé publique, les réactions qui seraient les siennes. Et ensuite, Frédéric Keck qui devrait arriver. Et si jamais ils n'ont pas d'idée, j'ai quelques petites phrases qui ont été écrites dans ce livre qui pourraient alimenter une discussion. En tout cas, à la fin, ça se terminera comme d'habitude, c'est-à-dire avec les questions des collègues et des personnes qui viennent nous visiter, dont on disait d'ailleurs qu'il y avait un certain nombre de récidivistes et nous sommes heureux de les accueillir de nouveau. Tu as la parole, Patrick, merci. Merci. C'est la rivière Machupo. Ça se passe en 1964. Des villageois de 2 petites villes au bord de cette rivière, des villes de San Joaquim et de Magdalena, sont atteints d'une fièvre extrêmement grave. Ça se représente comme une grippe très sévère, avec très rapidement des hémorragies diffuses et un fort taux de décès. Plusieurs centaines de personnes sont atteintes et il y a des dizaines de morts. Ça va durer pendant 2 ans. Et une enquête des spécialistes du CDC découvre l'origine de cette épidémie extrêmement mystérieuse. Tout d'abord, on isole le virus. Ce sera l'occasion d'ailleurs d'1 ou 2 accidents pour ceux qui ont isolé le virus, parce qu'il s'agit d'un virus très dangereux qui est un arénavirus. Ensuite, une enquête très méticuleuse montre que ce virus a été transmis par un petit rongeur, un calomys, qui avait pénétré dans les maisons, et ce rongeur est porteur sain d'un virus très dangereux pour l'espèce humaine. En fait, ce qui s'était passé, c'était plusieurs années auparavant, près de 10 ans avant, en 1952, il y a eu une réforme agraire et beaucoup de chômage, et beaucoup de personnes ont émigré sur le bord de cette rivière et ont enlevé la forêt pour cultiver du maïs. En cultivant du maïs, il y a une prolifération des souris. Il y a une prolifération des souris, et ces souris ont progressivement envahi les villages, et dans leur urine et dans leur sel, il y a ce virus que les gens ont respiré et ils ont fait une grippe maligne. Et ça, c'est pour vous donner une idée de ce qu'est une émergence. Une émergence, c'est quelque chose de très mystérieux au départ et qui est très complexe. C'est un phénomène qui est souvent sociologique. Et un des messages que j'essaierai de porter, c'est que les maladies émergentes, c'est nous qui les causons. Alors, en 1977-78, si j'avais fait une présentation à cette époque, j'aurais dit, comme Macfarlane Burnett, qui est un prix Nobel de médecine, il ne faut jamais faire de prédiction. Il disait « Les maladies infectieuses dans les pays développés vont disparaître totalement. Elles seront pratiquement jamais vues par les étudiants en médecine. » Et parce qu'on était encore dans l'euphorie de la disparition de la variole en 1977 à la suite d'une campagne remarquable de vaccination par l'OMS. Et en fait, 1 an ou 2 plus tard,
éclate l'épidémie de sida, qui avait une particularité extraordinaire, c'est qu'elle frappait les pays développés, les pays riches. Et après, innombrables sont les maladies émergentes, infectieuses. J'ai entouré les plus importantes, le SRAS, la maladie de Creutzfeldt-Jakob, ou la dernière pandémie de H1N1. Alors si on regarde les zones d'expression de l'émergence, on voit que elles semblent situées dans les pays développés. Entre 1940 et 2004, il y a eu environ 330 maladies qui ont émergé ou qui ont réémergé. En réalité, c'est un cache-misère, c'est l'endroit où on les isole pour la première fois. Mais bien entendu, la pandémie de sida, qui est apparue aux États-Unis d'abord, qui a été identifiée aux États-Unis, elle vient directement d'Afrique, j'y reviendrai tout à l'heure. Alors pourquoi y a-t-il des maladies émergentes? Eh bien, la clé, c'est l'homme, son comportement et son environnement. Alors quand nous étions des chasseurs-cueilleurs au Paléolithique, eh bien on migrait non pas par curiosité, mais parce qu'on avait faim et on cherchait de la nourriture. Et cette migration a amené à peupler l'ensemble du globe avec de l'humanisation, c'est-à-dire on commence à inhumer les morts il y a 100 000 ans, on découvre le feu il y a environ 400 000 ans et on commence à peindre sur les grottes paléolithiques à Lascaux et ailleurs. Et à ce moment-là, vers 10 000, 15 000, se passe une mutation sociale considérable, c'est le néolithique, c'est-à-dire les chasseurs-cueilleurs de petites bandes de 30 à 40 personnes s'arrêtent et se mettent à cultiver la terre et à élever des animaux. C'est un moment crucial de l'histoire de l'humanité qui a commencé dans le triangle fertile et à ce moment-là, évidemment, c'est le début de la civilisation et de l'histoire avec la naissance des villages, des cités et par définition, puisqu'il y a une source de nourriture et qu'il n'y a plus cette déambulation qui a entraîné une forte mortalité des mères et des enfants, une explosion démographique, le commerce se développe, l'écriture, le calcul apparaît et on voit une exposition aux animaux d'élevage qui portent, ou sauvages, qui portent toutes sortes de germes. Et c'est à ce moment-là que beaucoup de maladies que nous connaissons encore aujourd'hui apparaissent. D'après les études génétiques, les maladies comme la tuberculose, la lèpre, la brucellose, la syphilis, toute une série de maladies comme celle-là sont probablement apparues au néolithique, à cette période où les hommes commencent à cultiver la terre. Alors, au néolithique, c'est donc une grande mutation sociale, une explosion démographique, et là, on a trois interlocuteurs, si je puis dire, trois situations. On a l'agent infectieux, qui est souvent porté par un animal. Il y a l'hôte, c'est-à-dire la population humaine, et il y a l'environnement. Et ce qui va rapprocher ces trois facteurs, c'est le comportement humain, et on ouvre la boîte de Pandore des grands fléaux de l'humanité au néolithique. Alors en fait, l'émergence, elle est presque permanente, mais elle ne se voit pas la plupart du temps. Par exemple, l'épidémie de sida probablement est apparue entre 1910, il y a différentes versions, et 1940. Et il y a eu probablement des cas sporadiques qui n'avaient aucun avenir épidémiologique puisque ça se passait dans un petit village ou quelques cas isolés sans possibilité de transmettre. Et l'épidémie, elle apparaît lorsqu'il y a un seuil stochastique qui est dépassé. À ce moment-là, on voit une vague épidémique avec une montée rapide. Une montée rapide et ensuite un déclin qui est dû souvent à l'immunisation ou les mesures de prévention qu'on peut prendre. Donc l'émergence des maladies infectieuses vient de l'augmentation de la probabilité de contact entre les êtres humains et les réservoirs et aussi de la capacité de propagation dans l'espèce humaine d'un nouveau germe. Donc on pense qu'au moment de l'hominisation et au paléolithique, il n'y avait pratiquement pas d'épidémie, ou en tous les cas, elles étaient extrêmement limitées. Peut-être était-on porteur d'herpès ou d'infections chroniques ou virales, mais probablement pas d'épidémie. Le néolithique, les premières épidémies apparaissent, mais encore une fois, ça se passe dans des petits villages ou dans des cités, et ça reste très limité puisque les transports sont très limités. Et enfin, à l'époque moderne,
à chaque phase de transition, les épidémies apparaissent et prolifèrent de plus en plus. Alors la réceptivité de la population humaine, eh bien, quand la population n'a jamais rencontré un germe, par exemple dans le cas du virus Machupo dont je vous ai parlé, eh bien, on a une mortalité qui peut être de 40%, 50%, voire pour l'Ebola par exemple 90%. Et ensuite, par vague épidémique, par vague, la population est en contact, les survivants vont progressivement résister, et au bout de quelques temps, il n'y aura plus que les nouveau-nés ou les petits-enfants qui n'ont pas été immunisés, qui n'ont pas connu le germe, qui vont résister, qui vont être sensibles, je veux dire, à l'infection. Alors, le franchissement de la barrière d'espèce est donc un moment crucial de l'émergence. On sait par exemple que pour la rage, c'est entre la chauve-souris ou bien par exemple le renard ou les animaux sauvages porteurs de la rage, on a en général un cas, mais ça ne donne pas d'épidémie. Dans le cas d'Ebola, on a découvert assez récemment qu'il s'agissait de chauve-souris qui est en contact avec les singes et qui pouvait donner des cas humains, probablement avec peu d'avenir épidémiologique, mais en réalité, le virus est en telle quantité dans le sang qu'il suffit d'être très faiblement en contact avec des particules sanguines pour faire la maladie. On a des épidémies localisées de quelques centaines de cas en lisière de la forêt tropicale. Et donc dans certains cas, il y a des transmissions interhumaines, et si le virus s'adapte ou la bactérie s'adapte, eh bien, on peut avoir des véritables épidémies. Donc les réservoirs de ces micro-organismes sont des réservoirs animaux bien souvent. Alors population, démographie et épidémie. Si on regarde l'évolution de la population du monde, on voit que nous étions environ 600 000 avant 40 000 ans. Et à chaque fois qu'on fait un bond technologique, on voit un bond démographique. Vous voyez, le premier bond, ça a été au Paléolithique. On a affiné les instruments, on a découvert de nouveaux outils. Et là, vous avez une augmentation de la population. Puis, il y a des aléas climatiques, toute une série de choses qui va stopper. Il y a des glaciations, toutes sortes de choses qui vont stopper la croissance. Il y a une stagnation de la population autour de 10 millions. Et au néolithique, c'est la véritable explosion. Jusqu'à aujourd'hui, on passe à peu près de 10 millions d'habitants à 7 milliards, bientôt 7 milliards sur la Terre. Avec, vous voyez, des cataclysmes que je vais vous raconter tout à l'heure, brièvement, comme la peste noire, etc., qui ne représentent que des tout petits décrochages dans l'histoire de l'humanité. Donc l'explosion démographique va être une cause, évidemment, avec tout ce que ça comporte au point de vue sociologique et conditions de vie. Alors, je vais essayer de vous montrer que les épidémies sont totalement liées aux mutations. Je crois vous l'avoir expliqué pour le néolithique. Je vais vous parler des pandémies de peste, de la découverte de l'Amérique avec ce transfert de maladies, la variole d'un côté, la syphilis de l'autre, et puis l'époque contemporaine qui va de la révolution industrielle et de la colonisation avec différentes maladies qui ont été portées en quelque sorte par ces changements sociaux. La peste noire, célébrissime parce qu'elle est encore quelque part dans nos fantasmes. Si on vous dit qu'il y a une épidémie de peste en Inde en 1994 qui va faire environ quelques centaines de cas de peste pulmonaire, l'Inde s'arrête complètement. Il n'y a plus de voyages intercontinentaux. Il y a une peur telle que nous avons gardé dans nos gènes, en quelque sorte, ce qui s'est passé à cette époque. Et ce qui s'est passé à cette époque a été absolument terrible. À la suite d'un siège qui durait depuis 3 ans à Kaffa, en Crimée, qui était un comptoir génois, les Turcs, ou les Tartares, comme on dit, ont envoyé, à la suite d'une épidémie de peste qui venait de les toucher, les assiégeants, et ils ont envoyé avec des balistes les cadavres de pestiférés au-delà des murs, et ça a entraîné une épidémie de peste à Kaffa. Et du coup, il y a 12 galères génoises qui sont parties de Kaffa et qui ont été à Constantinople et qui ont répandu la peste, qu'on appelle la peste noire, en 1347, septembre 1347, et qui a diffusé
pendant plusieurs années, et même plusieurs dizaines d'années avec des résurgences sur l'Europe. C'est un véritable cataclysme, et ce cataclysme est illustré par exemple par cette parole de Boccace qui correspond tout à fait à ces épidémies de peste qui tuaient parfois en 24 heures lorsqu'il s'agissait de peste pulmonaire, parfois en 2 ou 3 jours. Dans Le Triomphe de la mort à Sienne, au XVe siècle, Boccace écrit, illustré par cette fresque, « En ce temps-là, on déjeunait le matin avec ses parents et ses habits, et on dînait le soir avec ses ancêtres dans l'autre monde. » Alors c'était une vision à l'époque, la peste était considérée comme un fléau de Dieu. Albert Dürer, par exemple, montre ces étoiles, ce fléau qui est répandu. On ne savait pas du tout d'où ça venait, on ne comprenait rien de ce qui se passait. C'était d'autant plus incompréhensible que les gens, à l'époque, le péché était extrêmement lié à la maladie, et on ne comprenait pas que les nouveau-nés, que les gens, que les hommes d'église, que toute une série de personnes qui étaient considérées comme non-pécheurs puissent être atteints de la peste, alors même que les lépreux, par exemple, étaient épargnés. Ils étaient épargnés parce qu'ils étaient dans des léproseries séparées, et peut-être aussi parce qu'ils avaient une certaine résistance non spécifique. Et ce phénomène de la peste noire a entraîné une mortalité qui est estimée entre 25 et 50% de la population de l'Europe. Il y a des endroits où la mortalité dans certains villages pouvait atteindre 90%, probablement du fait d'une grande consanguinité, et d'autres où il y avait beaucoup moins de mortalité. Mais on dirait que un tiers de l'Europe, à peu près, de la population d'Europe et du bassin méditerranéen a été décimé par ce fléau. Ça laisse des traces dans notre imaginaire. Alors le taux de mortalité, lorsque vous étiez atteint de la peste, on estimait que la peste bubonique, c'est 40 à 80%. La peste pulmonaire, c'est pratiquement 100%. Et il y a toutes sortes de conséquences pour notre imaginaire. Il y a d'abord les murs des églises se couvrent de ces danses macabres où ces sarabandes mêlant les morts et les vivants. Les squelettes, vous voyez, semblent danser avec les vivants. On se moquait de son destin. On mélangeait le pape avec le pauvre prêtre, l'empereur avec le lance-quenet, etc. Et puis, il y avait ces phénomènes entre 1348 et 1350, extraordinaires, ces flagellants. Quelques centaines, parfois milliers de personnes se déplaçaient en Europe pendant 2 mois, 3 mois, en se flagellant à différents moments pour essayer d'échapper à la peste en faisant contrition de leurs péchés inconnus. Et c'était ce châtiment divin des péchés. On ne comprenait pas pourquoi, et on se flagellait, on s'auto-flagellait. Et puis, alors, il y a eu toutes les persécutions. Il faut toujours trouver dans les épidémies, même aujourd'hui, des boucs émissaires. Et toujours, la peste mexicaine n'est pas la peste mexicaine, c'est la peste de quelqu'un d'autre. La peste espagnole n'est pas la peste espagnole, c'est la peste, en fait, américaine, pour la grippe espagnole, je veux dire. Alors, les persécutions, par exemple, à Strasbourg, en février 1349, il y a eu 900 juifs sur 1884 de cette communauté qui ont été brûlés, sans aucune autre raison que d'avoir éventuellement souillé les puits. Ce grand chambardement a entraîné de très profondes transformations sociales et idéologiques. Une émergence provient d'une mutation sociale, mais peut aussi entraîner de profondes mutations. Et par exemple, la peste noire, on peut sans aucun doute lui attribuer de graves troubles sociaux, la peur, la recherche de boucs émissaires, comme je viens de dire, beaucoup d'orphelins, et qui sont adoptés ou qui meurent, la famine, l'abandon des cultures. Il y avait des terres en jachère à travers l'Europe. On ne cultivait plus la terre parce qu'il n'y avait plus personne, il n'y avait plus de commerce. L'incompréhension de la maladie associée au péché, mais pourquoi cette maladie frappe de façon aveugle n'importe qui? L'impact psychologique majeur. Alors toute la hiérarchie sociale si parfaitement organisée du Moyen-Âge, où chacun est à sa place, où il n'y a pas de contestation, eh bien, elle est voulue par le Créateur, cette hiérarchie sociale. Elle n'a plus de sens. L'humanité protégée par Dieu, elle n'est plus le centre du monde. Toutes les valeurs morales sont remises en cause. C'est un désastre économique avec des mutations sociologiques, désintégration des liens sociaux. Et enfin, on peut dire que c'est certainement un des facteurs qui a contribué à la Renaissance par
la contestation de l'ordre établi, c'est Luther, c'est Copernic, c'est Vézal, c'est la contestation de l'ordre ancien, la contestation des connaissances de l'Antiquité et la contestation de la religion elle-même. Le deuxième événement historique très important, c'est la découverte de l'Amérique, où deux mondes qui ne se connaissaient pas, qui s'étaient séparés il y a probablement 20 ou 30 000 ans, deux mondes se rencontrent à la suite des voyages de Christophe Colomb. Donc Christophe Colomb, pour plusieurs voyages, 4 voyages, va entre l'Europe et l'Amérique. Il va, avec quelques dizaines ou centaines de personnes, amener avec lui des maladies et ramener des maladies. Alors la maladie la plus importante qu'il ait amenée, il en a amené d'autres, il a amené la rougeole, il a amené la grippe probablement, mais la plus importante c'est la variole. La variole c'est une maladie absolument terrible. Heureusement, elle a disparu de la surface du monde en 1977 à la suite de cette campagne de vaccination. Elle est connue en Chine depuis au moins 1000 ans avant notre ère. Et le plus ancien malade atteint de variole est Ramsès V, le pharaon Ramsès V, qui est mort à 40 ans de variole en 1157. C'est dû à un virus, un pox virus, qui est spécifiquement humain. Alors la variole, c'est une maladie terrible. Au bout de 3 jours, cet enfant, c'est une des photos de l'OMS, cet enfant a des vésicules, il a 42 fièvres, il a des maux de tête intenses. Au bout de 5 jours, ces vésicules vont commencer à s'ouvrir, laissant sortir un pus. Et vous voyez, quand on arrive au 7e jour, ça devient très grave et beaucoup de patients meurent vers le 9e, 10e jour. Beaucoup de gens célèbres sont morts de cette maladie pendant le 18e siècle notamment. On estime qu'il y a 200 000 à 600 000 victimes, pas forcément de morts, mais victimes de la variole, avec une mortalité estimée à environ 25 à 45% dans les populations européennes. Dans la population amérindienne, cette mortalité atteignait 90%, étant donné que cette population était extrêmement sensible. Au XXe siècle, avant l'éradication, on estime qu'il y a eu, pendant le XXe siècle jusqu'en 1977, environ 300 millions de morts par variole. Alors, la variole est probablement apparue en Afrique il y a environ 10 000 ans, ou peut-être 10 ou 15 000 ans au néolithique, et elle a circulé avec les populations. Mais elle a atteint, vous voyez, la Sibérie il y a environ 2500 ans, mais elle ne semble pas avoir franchi le détroit de Bering avec les futurs Amérindiens, les Asiatiques qui ont franchi le détroit de Bering. Et donc, l'Amérique est restée pendant des milliers d'années complètement exempte de cette maladie. Et donc la population amérindienne est extrêmement sensible à cette maladie. Et donc quand les Espagnols ont conquis le Mexique puis le Pérou, on peut dire qu'ils l'ont conquis en partie du fait de la guerre civile des Indiens, ça c'est sûr, mais surtout à cause de la variole, et je vais vous le démontrer par quelques chiffres. Par exemple, Cortés, qui avait perdu la guerre au Mexique, il y a eu une épidémie de variole au Mexique, 3,5 millions de morts, y compris l'Aztèque est mort de la variole. De même que Pizarre à Cusco, la variole avait précédé Pizarre de quelques années, et il y avait de terribles épidémies qui ont décimé ces populations. Alors, voici les chiffres. Entre 1492 et 1800, on est passé de 72 millions d'habitants en Amérique, dans l'ensemble des Amériques, à 600 000 Amérindiens. Et pour le Mexique, qui est la terre la plus peuplée d'Amérique, des Amériques, c'est 25 millions en 92 à 1,1 million en 1600. Les conquistadors ont ramené en Espagne la syphilis. Alors la syphilis, c'est qu'on appelait la grosse vérole. Les premiers cas de syphilis semblent apparaître au retour du premier voyage de Christophe Colomb en février 1493. Et ensuite, très vite, parce qu'il y avait des contacts entre les Espagnols et l'Italie,
le royaume de Naples, qui était espagnol. En 1494, ça a atteint les armées de Charles VIII, qui était victorieux à Naples et qui a eu ses armées complètement décimées par la syphilis. À l'époque, c'était une maladie extrêmement grave, qui évoluait extrêmement vite. Au bout de 30 à 40 ans, elle a pris la tournure actuelle avec ces 3 phases, une maladie beaucoup plus chronique. Elle s'est ensuite répandue dans toute l'Europe et avec Vasco de Gama, elle a atteint l'Asie, et l'Afrique et l'Asie. Alors, ces quelques représentations de la variole à l'époque, c'est une maladie qui pouvait être mortelle en quelques mois. Et de nombreux personnages célèbres sont morts de la variole. Ici, c'est une représentation d'un jeune noble, Ulrich von Hutten, qui a écrit d'ailleurs pas mal de choses sur la maladie qui allait l'emporter à 33 ans et qui a été peint par Holbein. On sait que la syphilis aujourd'hui est une maladie africaine, d'origine africaine et qui vient du pian. Il y avait des tréponématoses simiesques qui ont été transmis aux hommes par le pian. Le pian ensuite s'est transformé en bégel dans les zones désertiques. Et on pense que les Américains, les Asiatiques qui sont passés en Amérique ont emmené avec eux cette maladie, le bégel ou le pian, qui est une tréponématose cutanée non vénérienne. Et en Amérique du Sud, aux Antilles et en Amérique du Sud, le pian s'est transformé en mal del pinto, que vous voyez ici, c'est-à-dire des enfants qui ont des taches de toutes les couleurs. C'est une trépanomatose cutanée. Et des études génétiques montrent qu'il y a eu probablement une mutation de tréponème de mal del pinto qui a eu lieu en Amérique et on a de bonnes preuves pour ça, et qui a commencé à sévir. On a des preuves aussi ostéologiques de ça, qui a commencé à sévir aux Antilles et qui ensuite a été ramené par les Espagnols. Et donc le mal del pinto est l'origine de la syphilis provenant des singes au départ. C'est assez similaire à ce qui s'est passé pour le sida. Alors maintenant, on va parler de l'époque contemporaine. Ben oui, notre époque, elle est très similaire au néolithique, en quelque sorte, puisqu'on a une mutation complètement folle de tout notre environnement. Le climat, le contact avec des germes nouveaux, la pollution, l'explosion démographique, l'accélération des voyages et du commerce, et puis des facteurs psychologiques et sociaux. Alors le réchauffement climatique, eh bien bon, on sait que le réchauffement climatique est certainement dû à une augmentation du CO2, c'est peut-être dû à d'autres facteurs plus astronomiques, je dirais, et certaines maladies transmises par les moustiques peuvent être certainement favorisées par ce réchauffement climatique. Et là, c'est l'histoire du West Nile. Imaginez que vous êtes à New York City. C'est en août 1999, aux urgences de New York, de la ville de New York, on voit arriver des gens qui sont atteints d'encéphalite. Et ils ont des maux de tête intenses, ils ont 42 fièvres, encéphalite. Il a fallu 1 an pour savoir ce que c'était exactement. On a cru d'abord que c'était un virus américain, une fièvre américaine, et on s'est aperçu en fait que c'était un virus africain qui avait été découvert en 1938 et qui n'avait jamais quitté l'Afrique. Et le voici à New York City, qui donne une centaine de cas d'encéphalite avec des morts. Et le voici qui se propage par ces insectes, ces moustiques, et qui va se propager sur les États-Unis, où il continue actuellement. Il y a plusieurs dizaines de milliers de cas dus à virus West Nile. C'est une émergence à l'endroit où on s'y attendait le moins, dans un endroit apparemment privilégié, en tous les cas financièrement, mais pas forcément, parce que le Bronx, c'est pas forcément mieux que l'Afrique. Et comment ce virus est arrivé là? Personne ne le sait. On pense que les oiseaux migrateurs, peut-être, ou d'autres choses ont pu amener ce virus. L'explosion démographique, eh bien, actuellement, l'explosion démographique, elle est énorme, mais on voit quand même un début d'inflexion de la courbe, et il est probable qu'après, à la fin du XXIe siècle, on aura probablement une décroissance de la population, mais cette croissance démographique, elle porte essentiellement sur les pays du tiers-monde, beaucoup plus que sur les pays industrialisés. Donc, c'est les pays du tiers-monde qui vont être la première cible. Un autre facteur important, c'est l'urbanisation du monde. Là, on est dans des chiffres incroyables.
en 1800, vous avez 2% de la population du monde qui était dans des villes. En 1970, 33%. En 2000, 50%. Vous avez des villes d'Amérique du Sud, ou des pays d'Amérique du Sud, je crois le Pérou, où vous avez maintenant 80 ou 90% de la population qui est à l'intérieur, qui est dans les villes. Et ce contraste entre les quartiers riches ici et puis les bidonvilles est tout à fait caractéristique de cette croissance et de ce changement d'environnement brutal, changement de conditions de vie qui explique l'émergence possible dans cette pauvreté de maladies infectieuses et de contact avec des réservoirs sauvages. Alors la population du monde est très mal répartie sur le globe. Elle est surtout dans l'hémisphère nord. Beaucoup moins dans l'hémisphère sud. Et il y a une tendance évidemment à la migration vers l'hémisphère nord. Et donc c'est une population assez asymétrique. Il y a d'autres changements de la population. Alors particulièrement dans les pays riches, on a une augmentation considérable de l'espérance de vie. Et on voit qu'on aura environ 17-18%. En 2000, on a 17-18% de personnes de plus de 65 ans aux États-Unis. Et on sera environ à 25% en 2040. Et j'ai mis ici le chiffre des centenaires, d'après l'INED, en France. Vous voyez qu'en France, quand j'étais tout petit, il y avait 200 centenaires. Aujourd'hui, il y en a 20 000. En 2060, 200 000. Ça nous donne beaucoup d'espoir quand même, hein, à moins qu'on ait une épidémie qui change la donne. Donc la population vieillit, ça veut dire qu'elle est fragile, ça veut dire qu'elle est plus sensible à certaines infections. On a aussi des personnes atteintes du virus de façon chronique, et puis beaucoup de personnes qui sont droguées ou qui ont des chimiothérapies thérapeutiques qui forment une frange de la population particulièrement sensible aux infections. L'accélération des transports est aussi une caractéristique que nous voyons actuellement. Si on prend la circumnavigation, faire le tour du monde de Jules Verne, eh bien on voit qu'en 1850, il fallait presque un an pour faire le tour du monde. Et au fur et à mesure que la population augmente, ça c'est la population du monde, et ici c'est le temps de circumnavigation. Et vous voyez qu'en 1950, il faut très peu de temps. Et en 2000, il faut quelques heures pour faire le tour du monde, hein, en avion. Le nombre de voyages intercontinentaux en avion est absolument incroyable. Vous avez, quand j'étais tout petit, 5 millions de personnes prenaient l'avion. Ça semble beaucoup déjà. En 2004, 937 millions. En 2009, 2,3 milliards de personnes ont pris l'avion. C'est parfois les mêmes, mais ça fait quand même des chiffres extrêmement impressionnants. Et puis, la vitesse de déplacement, le parcours moyen en kilomètres journaliers est absolument effarant, puisqu'on augmente de façon exponentielle. On passe à 100 km en moyenne en 2000 à cause de l'avion, du TGV. On passe de la navigation fluviale, la marche, la navigation fluviale, les chevaux, les deux roues, les avions, le TGV et les chemins de fer et les bus. Donc, rien ne peut arrêter une épidémie tellement on se déplace vite actuellement et tellement on est nombreux à se déplacer. Alors, il y a aussi tous les changements environnementaux et les changements sociaux, les catastrophes comme les sauterelles, les inondations, les famines, la sécheresse. Tous ces facteurs sont à l'origine de la déforestation, la sécheresse, etc., sont à l'origine de nombreuses maladies infectieuses. Et évidemment, il y a aussi les soins médicaux, et ça a eu un impact, par exemple, dans certaines épidémies, avec et puis la très grande pauvreté et toutes les émergences dues à l'eau et aux aliments, avec une globalisation, la production industrielle, le transfert de denrées à travers les pays qui est à l'origine. On a eu quelques épidémies récentes qui expliquent l'émergence de certaines épidémies. Alors, je vais prendre maintenant 2 ou 3 exemples pour illustrer la période contemporaine. Il y a tout d'abord la pandémie de sida. Bon, on sait que la pandémie de sida, elle a probablement le virus a émergé probablement à partir du SIV, probablement dans le sud, je crois, du Cameroun. J'ai un doute entre le Gabon et le Cameroun. Enfin,
elle est apparue, il y a une population de singes où le SIV est pratiquement similaire en termes de séquence à HIV. Il serait apparu à plusieurs reprises, au moins 7 ou 8 reprises, et il aurait donné des cas sporadiques entre 1910 et 1970-75. Puis, on pense que le virus se serait amplifié dans la région de Kinshasa, autour de Kinshasa, et où il aurait, sans qu'on ait fait le diagnostic, il aurait proliféré à cause de la prostitution, de l'urbanisation sauvage, et il aurait ensuite été importé vers les Antilles et les États-Unis, où il a été découvert en 1979 cliniquement, puis en 1981, puis à l'Institut Pasteur pour l'isolement du virus en 1983. Donc le virus vient du singe, il est transmis à l'homme et il s'est ensuite propagé dans l'espèce humaine. Alors la progression du virus de sida aux États-Unis est impressionnante. Vous voyez, c'est au début très anecdotique, quelques cas chez des homosexuels à San Diego, à San Francisco, à New Orleans, en Floride, à New York. Et puis, quelques années plus tard, on voit déjà une extension importante de l'épidémie. Et puis, elle a ensuite ravagé les États-Unis et le monde entier, avec heureusement, aujourd'hui, grâce aux antiprotéases, le virus arrête de progresser dans les pays développés et on a une cassure. La prévention et les antiprotéases rendent cette maladie autrefois une maladie mortelle très rapidement, comme on l'a connue jusqu'en 1995, en une maladie chronique à l'instar de la tuberculose, par exemple, ou de la syphilis. Quelques mots des pandémies de grippe. Les pandémies de grippe sont un cas un peu spécial où le virus vient d'un réservoir sauvage, à savoir les oiseaux, et passe par un hôte intermédiaire, le porc, et le porc peut être colonisé à la fois par des souches humaines et par des souches porcines, des souches humaines et des souches d'oiseaux. Et c'est chez le porc que se fait une recombinaison qui fait apparaître régulièrement, tous les 20 à 30 ans, un nouveau virus pour lequel l'espèce humaine n'est pas sensible. Alors après, le devenir de ce virus est extrêmement imprédictible. Quand on fait l'histoire de la grippe, eh bien, on a toutes les pandémies. J'ai dû les mettre après. Bon, quelques mots de la grippe espagnole. 1918, on est en novembre 1918. On vient de passer 4 ans de guerre. Mes 2 grands-pères ont été gazés. Quand vous montez au chemin des Dames, il y a 3 survivants sur 300, etc. C'est une guerre terrible. Les tranchées. Et voilà qu'en septembre, octobre, novembre, la grippe apparaît. On ne sait pas pourquoi. On sait qu'elle vient d'Amérique, mais il ne faut pas le dire. On préfère dire qu'elle vient d'Espagne pour des raisons politiques, puisque l'Espagne est neutre et qu'elle donne toutes les informations sur la grippe, alors que les pays belligérants ont une censure complète. Et puis cette grippe, elle vient d'Amérique, elle est amenée par les troupes américaines en Europe, et elle se répand dans les tranchées, elle se répand dans les villes. À Paris, en novembre 1918, il y a eu 10 ou 12 000 morts, presque autant que la canicule en quelques semaines à Paris. 50 à 100 millions de morts, peut-être moins, peut-être 25 à 75 millions suivant les estimations, 50% de taux d'attaque, 25% de patients symptomatiques et une mortalité de 2 à 4%. Ça, c'est une photo dans un camp en mars 1918 pour la première vague. C'est un camp américain de jeunes recrues qui allaient partir pour la France, camp Funston. Deux épisodes, une première phase absolument bénigne, 0,1% de mortalité, une deuxième phase à 2-4% de mortalité. La mortalité expliquant ces dizaines de millions de morts, c'est surtout l'Inde et l'Afrique et la Chine qui ont payé le plus lourd tribut, même si en Europe, il y a eu plus de morts par la grippe espagnole que la guerre elle-même. Bon, elle a fait le tour du monde. Et alors, est-ce que la grippe espagnole est une exception ? Bien, pas du tout. Pas du tout. Si on regarde l'évolution des pandémies, eh bien, vous voyez ici, j'ai listé toutes les pandémies depuis 2009. Celles qui sont avec une étoile, c'est celles qui ont été extrêmement mortelles. Vous avez une en 1918, la même en 1830, enfin une très très forte mortalité, une en 1729, une en 1510, et la première épidémie de grippe documentée par les chroniques, c'est à la fin du XIIe siècle, en 1173. Souvent déclenchée à la suite d'une épidémie chez les oiseaux domestiques, chez les animaux domestiques, chez les volailles.
Prenons l'exemple de la tuberculose. La tuberculose, il ne faut pas des antibiotiques ou le BCG pour la faire disparaître. En fait, elle disparaît dès que le niveau de vie augmente, que les logements sont meilleurs, même si les antibiotiques et le BCG sont très importants. Vous voyez, elle a commencé, ça c'est la mortalité 100 pour 100 000, 1000 pour 100 000. Elle était extrêmement élevée au début du 19e siècle et elle baisse jusqu'en 1950. Et là, en 1950, on a une cassure. C'est les antibiotiques, c'est le BCG, c'est toutes les mesures préventives, les sanatoriums, la prévention de cette maladie qui fait chuter cette maladie. Mais actuellement, cette maladie pose un nouveau problème, à nouveau lié à l'activité humaine. Ce nouveau problème, c'est l'apparition de souches multirésistantes. On recense en 2011 310 000 cas de tuberculose multirésistante dans le monde, qui sont des tuberculoses pulmonaires. 60% de ces cas sont en Inde, en Chine et en Russie. Et 9-10% des cas de tuberculose multirésistante sont dus à des tuberculoses ultra-résistantes, comme on dit maintenant, c'est-à-dire résistantes à tous les antibiotiques. En d'autres termes, on est revenu à 1940, avant 1940, avant les antibiotiques, avant la streptomycine de 1942. On est revenu et ces souches ultra-résistantes, elles sont dans évidemment les pays du tiers-monde essentiellement, mais évidemment elles sont importées. Nous avons à Paris quelques cas de souches résistantes à tous les antibiotiques connus. Alors les facteurs psychologiques, et ce n'est pas les moindres, qui sont totalement liés aux maladies épidémiques émergentes. Et je vous donnerai l'exemple de l'attaque par le charbon en 2001. Très brièvement, un colonel de l'armée américaine envoie, on le sait maintenant bien sûr, envoie des enveloppes à des sénateurs ou à des journalistes. Une enveloppe pouvait contenir 2 grammes de poudre très purifiée, 1000 milliards de spores très fines, qualité militaire, comme on dit. Alors, cette fumée qui pouvait contenir des millions de spores, il suffit de quelques-unes qu'on respire pour qu'on fasse la maladie, et ces spores peuvent rester en suspension pendant des heures, des mois dans une pièce, parce qu'elles sont militarisées, associées avec des particules de silicium. Eh bien, ça a fait seulement 28 victimes et 5 morts. 33 000 personnes ont été traitées par la Cipro. Probablement, il y aurait plusieurs milliers de morts s'il n'y avait pas eu cette prévention. Et ça a coûté aux États-Unis $1 milliard. Pour vous dire l'impact psychologique de cela, c'est qu'en France, il ne s'est rien passé. Il n'y a rien eu en France. Il n'y a pas eu d'attaque dans aucun autre pays que les États-Unis. Et pourtant, l'armée a contrôlé 10 000 colis suspects. Ça coûtait énormément d'argent. On a contrôlé 10 000 colis suspects qui contenaient du sucre ou autre chose, parce qu'il y avait une psychose. Et aux États-Unis, l'économie s'est momentanément arrêtée. Et le coupable, un des coupables peut-être, c'est Bruce Iving, un colonel de l'armée américaine. Donc c'était une attaque américaine contre des Américains pour des raisons obscures. Et ce scientifique aurait fabriqué ces enveloppes, les aurait envoyées, mais on pense qu'il est difficile qu'il ait pu les militariser, donc la théorie du complot reste encore une hypothèse possible. Il s'est suicidé en août 2008 et son corps a été incinéré le lendemain sans autopsie, ce qui est quand même assez suspect. Chaos médiatique, évidemment, on parle partout, dans tous les pays, on parle de ce chaos. Et je vais conclure en vous parlant des quelques leçons qu'on peut tirer de ces maladies émergentes. Les maladies émergentes, c'est nous qui les créons. C'est notre responsabilité. À cause de notre comportement, elles sont souvent liées à des désordres et elles engendrent elles-mêmes des désordres profonds. Elles sont aussi liées à la disparité socioculturelle qui est très liée à la mortalité. Il existe aujourd'hui des risques d'épidémie par bioterrorisme et on assiste à de nouvelles émergences, de nouvelles maladies qui remplacent dans les pays développés les autres, l'asthme, le diabète, l'obésité et la multirésistance. Alors cette courbe résume l'histoire de l'humanité et l'histoire, on peut dire, de notre histoire. Voilà la courbe de survie de l'espèce humaine, 100% de survie ici, et vous voyez, au bout de 5 ans, 50% de mortalité. Dans l'espèce humaine, la mortalité spontanée
c'est vrai au paléolithique, parce qu'on a les courbes de mortalité du paléolithique. J'ai emprunté ça à un auteur américain qui s'appelle Kern. C'est vrai au néolithique, c'est vrai dans les cimetières de Liverpool et de Breslau, et c'est vrai dans le tiers-monde aujourd'hui. 50% des enfants meurent avant 5 ans d'infection diarrhéique ou d'infection respiratoire. Puis, la mortalité est beaucoup plus faible, et il y a les accidents, etc. Et elle est quand même très différente. Et alors, dans les pays développés, les enfants ne meurent plus, et les mères mettent au monde des enfants, les mères ne meurent plus, et elles mettent au monde des enfants en bonne santé. Et donc, on a très peu de mortalité jusqu'à l'âge de 50 ans. Et après l'âge de 50 ans, on meurt parce qu'on a des gènes de sensibilité à telle ou telle infection, au cancer, aux maladies cardiovasculaires, au diabète, et on voit cette courbe descendre. Et à quoi nous servons, nous, le CHU? Eh bien, on sert aux hôpitaux, au système de santé, on sert à faire dévier la courbe comme ça. Si vous avez une probabilité de faire une thrombose, on va vous donner des anticoagulants. Si vous avez le cancer, on va vous traiter pour votre cancer, et on va reculer, et on va gagner en espérance de vie. Et en revanche, dans le tiers-monde, on est encore comme au XVIIe ou au XVIIIe siècle, XIXe siècle, en Europe. Alors ça, c'est la courbe de mortalité, de chute de la mortalité infantile qui explique l'explosion démographique. Ça, c'est en France entre 1740 et 2004. Vous voyez, régulièrement, on avait des mortalités qui étaient de 300 pour 1000 et on passe à des mortalités très très faibles actuellement. Et ça, c'est vrai dans tous les pays développés, bien sûr pas dans le tiers-monde. Avant-dernier point peut-être, il existe une corrélation parfaite entre l'illettrisme et l'espérance de vie. Si vous prenez le nombre d'adultes sachant lire, vous voyez que des pays comme le Canada, comme la France est là quelque part. Sur ma diapo, je n'ai pas mis la France, mais elle est là. J'ai une autre diapo où je l'avais oubliée. Et donc, on a une espérance de vie à 70-75 ans. Et puis, si vous regardez la Bolivie, le Guatemala, vous avez 40% de personnes qui savent lire. Vous avez une très très forte mortalité. Il y a une corrélation parfaite entre l'illettrisme et la mortalité. Enfin, et pour terminer, eh bien, la disparition des maladies infectieuses dans les pays développés, des grandes maladies infectieuses comme la rougeole, les oreillons, la tuberculose, l'hépatite, est parfaitement corrélée avec l'émergence de nouvelles maladies, de nouveaux désordres immunitaires comme l'asthme, le diabète de type 1, la sclérose en plaques ou la maladie de Crohn. Je vous remercie de votre attention. Alors, mon cher Antoine, la parole est des réactions vis-à-vis de ces constatations. J'ai appris quelque chose au niveau santé publique. Quand j'étais au Conseil de l'Europe, j'étais tout content, j'étais médecin, il y avait beaucoup de gens qui n'étaient pas médecins. J'étais en plus clinicien. Et des collègues de santé publique me disaient, de toute façon, ce que peut faire la médecine actuellement, ce n'est que 5% par rapport à l'espérance de vie, ce n'est que très peu en définitive de pourcentage, et le reste, c'est la santé publique. Alors je me suis posé la question, mais vous en êtes vraiment sûr? Alors, c'est quoi les 95% qui suivaient? Et en fait, c'était tout ça, jusqu'à la démocratie, la manière dont nous vivons ensemble. C'est quand même superbe d'avoir eu aujourd'hui un panel de... Mais on pourrait se demander, est-ce qu'il faut dépenser autant d'argent dans les CHU? Enfin, je me permets de... Juste une boutade. À Cuba, l'espérance de vie doit être de 74 ans. Donc on est 4 ans de moins. Et il n'y a pas du tout les mêmes infrastructures. Oui, la corrélation entre l'espérance de vie et le produit intérieur brut n'est pas du tout la même. N'est pas du tout aussi vrai. Tout d'abord, merci et bonsoir à tous. Merci vraiment à Christian Hervé de m'avoir invité à essayer de faire un petit commentaire sur cette magnifique conférence de mon doyen. Donc, je suis Antoine Flao, je suis professeur dans cette faculté de santé publique. Et Christian Hervé m'a dit non, tu ne parles pas à ton doyen aujourd'hui, tu parles aux chercheurs et on peut dire aujourd'hui aussi aux philosophes. J'ai trouvé très riche cette conférence et pleine de culture. Et donc, mon commentaire va
être aidé par cette conférence pour essayer de voir comment on peut aller plus loin dans peut-être la dernière diapositive, qui est la diapositive sur les leçons à tirer. Quelles sont les leçons à tirer pour l'avenir de tout ce que nous a enseigné ce soir Patrick Berche? Alors, je pense que le maître mot, ça va être l'interdisciplinarité. En fait, pour les pouvoirs publics qui ont une action à prendre, cette action, elle doit être le mieux possible éclairée par les connaissances que les chercheurs peuvent apporter sur un événement, ici par exemple une émergence de maladies transmissibles. Or, si toute l'époque pastorienne a été très focalisée sur, on va dire, la discipline centrée sur l'agent infectieux, je pense que Patrick Berche nous a montré que, en fait, ces trois cercles qui, d'ailleurs, l'Institut de médecine, qui est l'Académie des sciences et l'Académie de médecine aux États-Unis, appellent le modèle de convergence, c'est-à-dire cette boîte de Pandore. Hein, c'était une des premières diapositives où on voyait une boîte de Pandore où interagissaient l'agent infectieux, l'hôte et l'environnement. Tout cela va être à la source dans le modèle de convergence, c'est quand tout cela converge qu'il pourrait y avoir une maladie, une émergence d'une maladie transmissible. Simplement une bactérie ne suffit pas. Il faut qu'il y ait aussi des hommes autour. Il faut parfois qu'il y ait un moustique, il faut parfois qu'il y ait un rongeur. Il faut donc, pour qu'il y ait le rongeur, qu'il y ait le champ de maïs et la déforestation récente, etc. Donc il y a un imbroglio difficile à saisir et à comprendre entre l'ensemble de ces facteurs qui va permettre l'émergence et qui va représenter un risque parfois d'émergence épidémique. Or, l'interdisciplinarité des chercheurs, c'est d'arriver à mettre autour de la table des sociologues, bien sûr des bactériologistes, mais aussi des cliniciens, bien sûr, qui vont comprendre, qui vont pouvoir voir ou éventuellement identifier de nouvelles maladies. Il va falloir des gens, j'ai dit des sociologues, parce que des gens qui comprennent aussi parfois des anthropologues. On en a un aujourd'hui d'ailleurs autour de la table. La composition du panel n'est pas pour rien. Il faudra des épidémiologistes qui comptent les morts et les blessés, si je puis dire, et les victimes, et qui essaient de comprendre les facteurs de risque. Il va falloir parfois des gens de la discipline de Christian Hervé, de l'éthique médicale, parce qu'il y a parfois des atteintes, on a lu La peste de Camus, il y a des atteintes aux libertés individuelles qui peuvent représenter des enjeux majeurs, y compris même d'éruption sociale, enfin de contestation, etc. Il faudra parfois des économistes, il faudra parfois même des pharmaciens, etc. Donc on voit bien qu'il va falloir mettre autour de la table toutes les disciplines pour pouvoir répondre. Et c'est, je crois, une des grandes leçons qu'on tire de la soirée d'aujourd'hui. La deuxième leçon, peut-être d'ailleurs, elle explique elle répond en partie à une des questions de Christian Hervé sur pourquoi tant de technologie. Le CHU, c'est aussi un concentré de technologie au service de la vie. Hein. Pourquoi alors, je pense qu'il faut avoir conscience que les nouvelles technologies, quand même dans l'énorme décroissance de la mortalité, cette espérance de vie qui ne cesse de progresser, vous savez qu'elle a encore progressé de 5 ans dans les 30 dernières années en Europe. C'est énorme quand même. 5 ans en 30 ans, ça paraît pas si vieux. Il y a 30 ans, on a gagné 5 ans à la naissance de plus. Et donc beaucoup d'années en bonne santé en plus également. Alors, quelles sont les nouvelles technologies qui sont au service de la lutte contre ces maladies émergentes? Il faut voir qu'elles progressent très vite et qu'elles sont insoupçonnées. Par exemple, aujourd'hui, avec Google, on suit les épidémies de grippe. Et de façon même pas mal du tout, parfois même un peu en avance par rapport au fameux CDC qui est l'Institut de veille sanitaire aux États-Unis. Oui, parce que quand vous êtes malade de la grippe, aujourd'hui vous allez sur Internet dans presque tous les pays du monde parce qu'il y a un accès à Internet et vous tapez paracétamol, grippe, fièvre. Si on prend un panier de mots clés, qui sont les mots que nous tapons lorsque nous sommes malades et obligés de rester à la maison avec parfois un enfant malade, etc., eh bien, on peut suivre
reconstituer la trajectoire d'une épidémie de grippe, à s'y méprendre. Et ça marche tellement bien que maintenant, le directeur des CDC dit, moi, j'ai toujours un œil sur quelque chose qui s'appelle Google Flu Trend. Ça ne me suffit pas, mais j'ai toujours un œil parce que ça peut être parfois plus sensible. On utilise les données des satellites, figurez-vous. On a vu des très belles cartes d'Afrique. Aujourd'hui, dans la Corne d'Afrique, quand vous avez, par exemple, un excès d'humidité, c'est très désertique la Corne d'Afrique, donc les satellites repèrent tout de suite un excès d'humidité par rapport à ce qu'il y a d'habitude, eh bien, vous avez une probabilité, quand ça dure 3 mois de suite, vous avez une probabilité qui augmente d'avoir une émergence d'une maladie qui s'appelle la fièvre de la vallée du Rift, qui est une maladie aussi qui est liée à un moustique et qui est absolument dramatique parce qu'elle tue le cheptel et elle est très mortifère chez les hommes aussi. Donc ces pauvres bédouins de la Corne d'Afrique, Djibouti, le Kenya, la Somalie, etc., qui n'ont à peine de quoi se nourrir, perdent leur propre bétail et leurs propres enfants. Donc si on peut, grâce à des satellites de la NASA, de l'ESA, etc., où il n'y a pas, vous savez, de surveillance sanitaire, si on peut, grâce à cela, pouvoir concentrer le minimum d'aide au développement pour ces pays-là, c'est une forme de guide. Je ne m'étendrai pas trop, mais il y a aussi le génome. Par exemple, l'université Davis, qui est l'université de Californie, avec la FDA et les CDC, a décidé d'organiser une très grande base de données de 100 000 séquences de gènes de bactéries qui sont les bactéries qu'on retrouve dans l'alimentation. Aujourd'hui, il y a tellement de problèmes avec l'alimentation. La chaîne alimentaire, il y a 9 milliards, bientôt, enfin 7 aujourd'hui, bientôt 9 milliards de personnes à nourrir. La mondialisation des aliments, on a vu ce qu'elle était. Il va falloir absolument se mettre toutes les protections et les barrières possibles. Quand il y a eu la crise du concombre, qu'on a dit espagnol, qui n'était absolument pas un concombre espagnol finalement, et qui était des graines de je ne sais plus de quoi d'ailleurs, de soja, c'est ça, qui venait d'Égypte, eh bien, ce que prétend l'université de Davis, c'est que simplement, si cette banque n'existait pas à l'époque, mais simplement, si l'on avait pu regarder la souche et la comparer avec l'une des 100 000 souches sur le plan de son génome existant dans la base de données qui doit être complètement ouverte, libre d'accès pour tous les chercheurs qui le peuvent et qui le souhaitent, et bien qui peuvent la regarder et qui le souhaitent, eh bien, on aurait très rapidement pu voir que cette souche n'était pas du tout d'origine espagnole, mais qu'elle était plutôt d'une origine Méditerranée, du bassin méditerranéen de l'Est et notamment d'Égypte. Alors, voilà. Je ne vais pas être trop long parce qu'on m'avait demandé de rester dans les 10 minutes. Je voudrais juste dire aussi qu'il y a une leçon qu'a très rapidement évoquée Patrick et qui me paraît extrêmement important, qui est la difficile prédiction. Il a dit que c'est difficile de prédire. Oui, c'est très difficile de prédire et pourtant il faut bien prévoir pour gouverner. Donc on a des gens qui vont prendre des décisions et qui auront besoin de s'appuyer sur ce que leur diront leurs experts, et leurs experts se tromperont. Ils doivent le savoir, ils doivent le dire qu'ils se tromperont. Et malgré tout, il faut bien prévoir pour, par exemple, constituer des stocks de vaccins. On se trompera, mais il faut essayer. Alors, je pense qu'on ne se trompe pas sur tout. Par exemple, c'est très difficile d'évaluer la sévérité d'une épidémie quand elle arrive. On ne sait pas combien elle va faire de victimes. On ne sait pas avant longtemps. En revanche, c'est plus simple de prédire la dynamique que va avoir l'épidémie. Est-ce que ça va être une grosse épidémie, une petite épidémie? Est-ce qu'elle va être rapidement mondiale ou est-ce qu'elle va rester confinée? C'est un peu plus facile de prédire cela. Mais, encore une fois, pas toujours même... Oui, voilà, notre doyen n'est pas totalement d'accord. Alors, je voudrais peut-être donner un tout petit point de désaccord, qui n'est pas un point majeur, mais je ne suis pas totalement convaincu qu'il y ait ce lien entre la réceptivité et la sévérité. Alors, je m'explique, c'était un des transparents où le doyen Berch a dit, dans le fond, quand une population est totalement susceptible, eh bien, il va y avoir une mortalité qui va être plus élevée. Oui. Non, c'était peut-être rapide, mais oui, été trop rapide. Bon, parce que je pense que ce n'est pas toujours vrai. Ça a été vrai et ça peut l'être, mais je crois qu'il n'y a pas un vrai lien. Et par exemple, les épidémies de grippe le montrent. Toute la population peut être susceptible à une nouvelle souche de grippe. Cette nouvelle souche peut être très mortifère comme la grippe espagnole, mais elle peut être beaucoup, beaucoup moins mortifère comme par exemple les 2 dernières pandémies qu'on a eues là-dessus. Donc on n'est pas en vrai désaccord. Et ma toute dernière phrase va être une question à notre orateur, parce que j'ai trouvé qu'il y avait une potentielle contradiction entre
pas de sa part, mais entre les figures qui montrent qu'il y a 25 à 30% de mortalité liée à la peste noire en Europe au XIVe siècle, et qu'on voit une si petite inflexion sur la grande courbe démographique du monde, hein, de la population mondiale, alors qu'on a l'impression qu'à cette période encore de l'humanité, la plupart de la population se trouve encore concentrée en Europe. Voilà, donc c'est la question que j'aurais. Encore une fois, merci beaucoup pour cette question. Non, c'est juste un problème de graphique, parce qu'on a 7 milliards d'individus tout en haut, donc ça fait, même si l'inflexion a été sensible, elle est peu sensible. Dans d'autres courbes, je montre que c'est quand même une très forte inflexion de la population. C'est un effet visuel, je crois. De mon côté, j'étais très content d'inviter Frédéric Keck, qui se trouve ici, que je cherchais partout. J'étais très inquiet, vous pouvez savoir, parce que je l'ai trouvé vraiment très courageux. En effet, nous avons édité sur ce livre dont je parlais tout à l'heure, Les maladies émergentes et le franchissement des barrières d'espèces. Et je vais lire cette phrase, si vous voulez bien. Je vous l'ai fait partager avant, c'est évident, et j'attends quand même que vous nous expliquiez un peu quelle était la base de cette réflexion qui m'apparaît importante. En niant du verbe nier l'origine porcine du virus H1N1, les autorités françaises se privaient d'un argument pédagogique pour expliquer aux citoyens la mobilisation des autorités sanitaires internationales. En commandant 95 millions de doses de vaccins, alors que la dangerosité du virus était encore incertaine, comme on dit, c'était difficile de l'évaluer, elles ont vu le principe de précaution se retourner contre ses utilisateurs, puisque 93% des Français refusèrent de se vacciner malgré les injonctions étatiques, par crainte des effets secondaires des vaccins. J'aimerais que vous m'expliquiez un peu tout cela. Vous l'expliquez bien dans votre article. Merci de votre invitation qui me permet donc à la fois d'écouter cette conférence très, très complète que j'ai suivie presque intégralement, et je vous prie de m'excuser du retard, et puis de réagir à la fois à cette conférence et peut-être au passage que vous venez de citer. Alors je vais préciser ma perspective, c'est celle d'un anthropologue, et dans les maladies infectieuses émergentes, ce qui m'intéresse, c'est que, je crois que vous l'avez rappelé, 3/4 des maladies infectieuses émergentes sont des zoonoses, c'est-à-dire sont liées à des franchissements de barrières d'espèces. Et donc l'hypothèse dont je suis parti, c'est que la peur que suscitent en nous les maladies infectieuses émergentes, la mobilisation des autorités sanitaires sur ces questions, tient à la transformation de nos relations aux animaux. Et ce point de vue, je l'ai pris à la fois en travaillant en France sur les suites de la crise de la vache folle et le dispositif de sécurité sanitaire qui s'est mis en place, mais aussi en travaillant à Hong Kong sur la grippe aviaire, le dispositif qui s'est mis en place après l'émergence du virus H5N1 en 1997. Et le passage que vous venez de lire, je l'ai écrit un peu dans le feu de la controverse sur le virus H1N1. Simplement une observation d'anthropologue, c'est que quand on lisait la presse à la fois en Asie ou en Amérique, le terme swine flu, grippe porcina, Juliugan, à chaque fois on parlait de grippe porcine, et la France était un des seuls pays où on ne parlait pas, on parlait de grippe H1N1. Donc voilà, c'est une des choses qui m'ont intrigué. Mais c'était la terminologie de l'OMS, mais en France on a choisi la terminologie scientifique. Pourquoi on a choisi cette terminologie scientifique? Il y avait des intérêts derrière? Alors, c'est vrai qu'une des questions sur lesquelles je travaille, c'est le rôle de l'industrie de l'élevage dans à la fois la production de ces maladies infectieuses émergentes et en même temps les campagnes sanitaires, la qualification autour de ces maladies. Alors, si vous le permettez, je voudrais maintenant faire quelques remarques à la suite de votre exposé, parce que, bon, effectivement, tous ces facteurs liés à l'industrie, à la fois de l'élevage et du médicament, font que l'anthropologue est prise à partie. Mais j'essaye de construire une réflexion qui est plus à long terme et qui propose aussi des modes de collaboration avec les biologistes. Donc je suis très heureux de l'occasion que vous me donnez d'exposer un peu mes idées sur ces questions.
on peut dire que sur ces maladies infectieuses émergentes, l'anthropologue apporte des réponses à deux types de questions. D'abord, quels sont les facteurs humains qui expliquent l'émergence de ces maladies? Et puis, comment les humains réagissent à la lutte contre ces maladies, à la prise en charge de ces maladies. Et ce sont deux questions que je voudrais distinguer. Alors, sur la question des facteurs d'émergence, vous l'avez rappelé, ces maladies sont liées à des franchissements de barrières d'espèces. Et s'il y a une telle mobilisation depuis 30 ans autour de ces maladies, c'est que les relations entre les humains et les autres animaux se sont radicalement transformées, notamment les animaux d'élevage. Je cite souvent ce chiffre sur l'élevage en Chine parce qu'il est assez exemplaire et explique aussi pourquoi nous avons eu si peur des virus de grippe qui venaient de Chine. Entre 1968, donc date de la précédente pandémie venue de Hong Kong, et 1997, date de l'émergence du virus H5N1 à Hong Kong, le nombre de poulets en Chine est passé de 130 millions à 13 milliards, et le nombre de cochons est passé de 5 millions à 500 millions. En 1968, c'était l'époque où la Chine sortait d'années de famine. 1997, c'est l'entrée dans l'ère des grandes réformes et d'un développement économique dont on ne cesse de suivre avec étonnement les conséquences. Donc les maladies infectieuses émergentes sont aussi des maladies des pays émergents où ce qui s'est passé en Europe dans les années 60-70, ce qu'on appelle la livestock revolution, la révolution du bétail, mais le terme livestock est plus frappant en anglais, prend une tournure tout à fait massive. Et donc là, on a effectivement, de façon exponentielle, une augmentation du nombre d'animaux domestiques. Quand on sait donc que le réservoir du virus de grippe, c'est les oiseaux et les porcs, on comprend qu'on avait là un accroissement des probabilités d'émergence de nouveaux virus de grippe. Mais ce n'est pas seulement l'élevage domestique qui produit ces nouvelles maladies, c'est aussi les transformations de nos relations à la faune sauvage. Vous avez parlé, je crois, du virus West Nile, où là on a des moustiques d'Égypte qui prennent l'avion pour arriver aux États-Unis. La dengue, des populations de moustiques qui se déplacent d'Afrique au Brésil du fait du réchauffement climatique. La maladie de Lyme également, une maladie qui touche principalement les néo-ruraux et qui tient en partie au fait qu'ils n'ont pas une immunité contre cette bactérie portée par des tiques. Et puis, il faut citer tous les nouveaux virus qu'on découvre sur les chauves-souris, Nipah, Hendra, les chauves-souris étant considérées comme le réservoir animal le plus important du fait de la diversité spécifique, intraspécifique de ces mammifères. Donc, faune sauvage, animaux domestiques, les changements dans nos relations avec ces animaux expliqueraient les émergences de ces maladies. Mais pour l'anthropologue, il y a une autre question qui est intéressante, c'est aussi comment est-ce que lorsque la santé publique s'empare de ces maladies, ça révèle ces relations nouvelles aux animaux, mais ça les révèle de façon massive. Alors, sur ce point, je voudrais parler très rapidement de trois politiques de santé publique. La première, la plus frappante, c'est l'abattage massif. Quand on a une maladie qui émerge sur des animaux, on essaye d'éradiquer le réservoir. C'est ce qu'on a fait à Hong Kong en 1997 en tuant toutes les volailles vivantes sur les territoires, ce qui a été assez efficace, mais qui posait des problèmes moraux, notamment pour des communautés bouddhistes qui étaient attachées au respect de la vie animale et à un mode de vie végétarien. Ces abattages massifs ayant lieu d'ailleurs à peu près en même temps que nos abattages massifs de vaches folles, donc aussi une certaine époque, un certain moment dans la transition de l'élevage domestique et posant la question de combien d'animaux on peut tuer pour sauver des vies humaines. La deuxième politique qui est adoptée pour contrôler ces maladies infectieuses, c'est la vaccination.
Alors, vous avez parlé de la vaccination des humains, c'est très compliqué. C'est aussi un peu compliqué du côté de la vaccination des animaux. Elle apparaît moralement plus acceptable que l'abattage, mais elle pose des problèmes économiques. Les volailles vaccinées, les animaux vaccinés ne peuvent pas être commercialisés pendant un certain temps. Et cela pose aussi des problèmes strictement biologiques, puisque la vaccination peut exercer une pression immunitaire qui favorise certaines souches qui vont à ce moment-là se diffuser plus largement. Et puis il y a un troisième mode d'intervention qui peut apparaître, qui émerge justement et qui peut apparaître plus intéressant à creuser, c'est la surveillance, c'est la définition de population sentinelle, aussi bien chez les humains, vous en avez parlé, que chez les animaux. Les oiseaux à Hong Kong ont été considérés ainsi comme des sentinelles pour alerter sur des émergences de grippe pandémique. Et on peut réfléchir sur la façon dont cette nouvelle définition d'animaux comme sentinelles, par exemple ces chauves-souris qui rentrent dans les communautés humaines, transforme aussi nos relations aux animaux en les intégrant comme des signaux d'alerte précoce. Alors, je vais juste conclure sur une formule un peu provocatrice pour lancer la réflexion, puisque je crois que c'est un aspect qui apparaissait à la fin de l'exposé. La nature est la plus grande menace bioterroriste. C'est un terme que j'ai souvent retrouvé dans les articles scientifiques que j'ai lus. C'est une formule qui a par exemple été reprise au moment de la controverse sur des biologistes américains et néerlandais qui avaient modifié, disons, le virus H1N1 pour qu'il soit aussi contagieux que celui de 2009 et aussi dangereux que le H5N1. La nature est la plus grande menace bioterroriste, c'est l'idée que les mutations naturelles sélectionnées par l'évolution sont plus efficaces pour produire un nouveau virus émergent que les manipulations d'un biologiste et surtout d'un terroriste. En sorte que quand les biologistes eux-mêmes manipulent en laboratoire ces virus, ils ne font qu'anticiper des émergences dans la nature. Alors, cette phrase, je la prends justement très simplement comme un anthropologue en disant que la peur des maladies infectieuses émergentes, plus qu'une peur du terrorisme lui-même, est une peur de la nature et révèle les transformations de nos rapports à la nature. Et le fait que quand un nouveau virus émerge sur les animaux, c'est aussi frappant qu'une attaque terroriste dans une ville. Et je crois que ce type de constat doit nous faire réfléchir sur nos nouvelles relations avec les animaux, aussi bien d'élevage que des animaux sauvages. Vous pouvez répondre un petit peu? Oh, la nature, ça c'est un slogan de personnes qui veulent faire des manipulations sur H5N1 et justifier leur recherche. La nature, elle n'est pas bioterroriste. La nature, elle existe. Elle ne fait pas forcément bien les choses puisqu'elle tue 2 femmes sur 3 à la naissance en couche dans les pays où il n'y a pas de soins médicaux. Mais elle n'a aucune mauvaise intention. C'est nous qui sélectionnons ces mutants qui apparaissent sans arrêt, probablement, comme j'ai essayé de l'expliquer sur une diapo, on a constamment, depuis la nuit des temps, des germes qui apparaissent comme ça et qui n'ont aucun avenir évolutif, sauf si, par exemple, les résistances aux antibiotiques, l'agent de la tuberculose qui devient ultra résistant, c'est parce qu'on utilise des antibiotiques pendant des temps trop courts, etc. Il y a toutes sortes de... C'est nous qui créons ça. La nature, elle existe, mais elle ne nous vaut aucun mal. Et c'est un slogan, à mon avis, très idéologique. Vous parlez jamais de l'industrialisation des chaînes alimentaires et tout cela. Non, mais je dis à notre anthropologue, là, vous l'avez laissé un peu de côté dans cette période assez... Non, alors il me semble que pour prolonger cette hypothèse, si les maladies infectieuses émergentes révèlent des transformations de notre rapport à la nature, c'est justement que l'industrie nous a éloignés des animaux. En sorte que les éleveurs savaient très bien, dans des formes plus traditionnelles, gérer des maladies
et des animaux avec lesquels ils vivaient, ils pouvaient les abattre. Alors que la difficulté que nous avons à surveiller, abattre, vacciner des animaux tient au fait que c'est toute une industrie qui s'en préoccupe. Et quand les animaux reviennent sur la scène publique, c'est souvent sous la forme justement de poulets grippés, de poulets terroristes. Et là, la métaphore joue à plein. C'est le moment d'interpeller. Militaire, donc psychiatre au CMU de Paris. Oui, juste 2 mots à propos du bioterrorisme. Vous avez effectivement parlé de l'armée, Monsieur Berche, mais moi j'ai effectivement découvert ça juste après les événements du 11 septembre, parce que également au SAMU, il y avait énormément de demandes suscitées par ces comportements qui consistaient à envoyer des enveloppes avec des poudres blanches. Je voulais aussi rappeler le SRAS, qui a beaucoup mobilisé les soignants, en particulier du SAMU, puisqu'il y a eu cette découverte en particulier sur l'hôpital, si je me souviens bien, d'Hanoï, où des soignants sont partis du SAMU de Paris pour ce qu'on croyait être la crypte du poulet. Et en fait, quand ils sont arrivés, ils ont découvert que c'était quelque chose de beaucoup plus embêtant, avec des réactions même psychologiques qui étaient beaucoup d'inquiétude, quoi. Et bon, il y avait, je crois, le lien entre Toronto, si je me souviens bien, à propos de cette maladie, et la Chine. Enfin, bon, il y avait un certain nombre de choses comme ça. Et puis, puisque c'est évidemment ma spécialité, bon, les conséquences psychologiques, moi je les ai connues dans les cellules d'urgence médico-psychologique à propos de la vache folle. Mes collègues des régions comme la Creuse, comme le centre, lorsqu'il fallait s'occuper effectivement des agriculteurs qui d'un seul coup, le préfet arrivait, il fallait abattre tout un troupeau, les poulets, enfin bon, etc., etc. Et une dernière chose, dans un domaine peut-être un peu différent qui nous éloigne des virus, je voulais citer cet exemple qui m'avait toujours frappé de certains pays où je suis allé, par exemple après le tsunami, je pense au Sri Lanka, qui sont des pays quand même très rudimentaires en moyens sur le plan médical, et qui parvenaient tout de même, grâce à une organisation, alors je crois qu'il y avait une inspiration des techniques qu'on voit en Angleterre de prévention, qui parvenaient à réduire de façon spectaculaire des indices, puisqu'on a parlé beaucoup de la mortalité, comme la mortalité infantile. Alors ça nous éloigne un peu du sujet de votre conférence, qui était tout à fait passionnante, mais bon, je voulais vous citer aussi ça. L'importance de la santé publique, c'est vrai sur l'espérance de vie. Oui, Christian Gazarossian, département de médecine générale ici à cette faculté. Ma question s'adresse aussi bien au doyen Berche, le bactériologiste, que Antoine Flao, le médecin santé publique. En ce qui concerne les maladies infectieuses, d'après vous, dans nos pays occidentaux, doit-on craindre plus de ces maladies émergentes ou des conséquences de l'antibiorésistance, et peut-être les liens qui existent entre antibiorésistance et les maladies émergentes qu'on doit craindre dans nos pays? Et en particulier, ce qui m'évoquait ça, c'était quand je voyais tes courbes au niveau du nombre de la population et la quantité de vie. Il y a quelques épidémiologistes un peu pessimistes qui annoncent qu'à cause de l'antibiorésistance, on va voir ces courbes se casser et de mourir dans 30 ans de pyélonéphrite, de pneumopathie, comme on mourait il y a quelques années, quoi. Heureusement, on n'en est pas encore là, mais c'est vrai que c'est un problème extrêmement préoccupant qu'on ait des souches multirésistantes. Il existe des souches de colibacilles qui viennent souvent d'Inde ou de pays comme ça, qui sont résistantes à pratiquement tout, y compris les antibiotiques les plus actifs sur les germes résistants qu'est l'imipénem, par exemple. Donc on a actuellement des souches de tuberculose, de Mycobacterium tuberculosis résistantes à tout, et des souches, on a quelques-unes dans nos hôpitaux actuellement, elles sont pas très nombreuses. On peut craindre, heureusement, lorsque l'on baisse la pression de sélection, en général, on a une réversion. Je parle pour les entérobactéries. Mais c'est une préoccupation. Je ne sais pas, j'espère qu'on ne mourra pas bientôt. Il y a des gens qui sont très pessimistes. Je ne suis pas aussi pessimiste que ça. Mais il faut surveiller ça de près, c'est sûr.
Non, pas grand-chose à ajouter. Peut-être une des planches qu'a présenté Patrick Berche, c'était un article de Jones dans Nature, je crois, qui montrait l'augmentation dans les 50 dernières années, très très rapide, du nombre de maladies d'épidémies de maladies émergentes sur la Terre, et notamment dans nos pays occidentaux et en Europe. Avec cela, il disait bien attention parce que en revanche, il y a une diminution parallèle de la mortalité, donc par maladie infectieuse. C'est-à-dire que si le nombre le fait qu'on soit de plus en plus d'ailleurs d'habitants sur la Terre fera que probablement ce nombre d'émergences ne fera que d'augmenter, mais en revanche la mortalité, elle, ne fait que diminuer de façon presque exponentielle et continue. Alors ça c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que dans la définition des maladies émergentes, les résistances aux antibiotiques en font partie. C'est-à-dire qu'une maladie émergente, ce n'est pas simplement une maladie virale venant d'un animal, une zoonose, c'en est une quand elle est nouvelle, mais une maladie émergente, c'est une maladie qui est nouvelle, qui est liée à un agent nouveau dans une population donnée, à un moment donné. Et donc, lorsqu'on a une bactérie multirésistante, par exemple une tuberculose multirésistante, causant une tuberculose avec bactéries multirésistantes, alors c'est considéré comme une émergence. Et oui, c'est traité de la même façon. Donc, probablement, ça va augmenter, mais on peut penser, je partage plutôt le même optimisme, je pense que c'est plutôt du réalisme, on peut penser qu'on arrivera à lutter contre, ne serait-ce que par des bonnes pratiques ou par des nouveaux médicaments. Ce qui est un peu préoccupant, c'est que les nouveaux médicaments dans le domaine des antibiotiques ne suivent pas la rapidité d'émergence de nouvelles bactéries résistantes. C'est-à-dire qu'il y a très peu de nouveaux antibiotiques qui sortent sur le marché par rapport à ce que l'on a connu il y a simplement même une vingtaine d'années. Ça, c'est parce que l'industrie ne se penche pas beaucoup là-dessus, puisque c'était moins intéressant. Juste un mot sur la diapo que j'ai montrée, qui vient effectivement de Nature. D'abord, ça concentre dans les pays développés, mais c'est le lieu de la découverte. Oui, bien sûr. Et deuxièmement, les moyens techniques s'améliorant de plus en plus, on découvre toutes sortes de choses qu'on ne voyait pas autrefois. Donc il y a un prisme, mais il est certain qu'il y a une augmentation du nombre de maladies émergentes, de probabilité, à cause de la probabilité de contact avec des germes nouveaux. Moi, je crois que c'est ça. Bonsoir, Philippe Charlier, médecin légiste. Vous avez parlé tout à l'heure d'animaux sentinelles. Est-ce qu'on ne pourrait pas étendre également ce principe-là aux cadavres humains sentinelles, puisque le médecin légiste, on s'en rend compte de plus en plus, n'est pas que cantonné à son rôle de comptable des morts ou de praticien au service de la justice ou de la police, mais il a aussi un rôle réel en santé publique, et notamment dans le comptage, si je peux dire, et l'avertissement des nouvelles maladies émergentes. Ma question est la suivante. Quelle est la place de l'autopsie et de la dissection dans toutes les avancées scientifiques dont vous nous avez parlé, autant pour la période ancienne, 19e, 20e siècle, d'accord, mais à l'époque actuelle, maintenant que la loi de bioéthique limite considérablement le nombre d'autopsies, pour le bien du patient et de son intégrité corporelle, certes, mais on en fait quand même drastiquement moins. Est-ce que c'est encore un outil, si je peux dire, un substrat utile pour vous, pour la recherche, et dans quelles conditions? Alors, je vais exactement dans votre sens. C'est-à-dire que, par exemple, l'Institut médico-légal, qui me tient à cœur, il y a 4000 corps qui transitent par l'Institut médico-légal. Je parle sous votre contrôle. Il y en a 2000 qui sont autopsiés. Et à partir des résultats de ces autopsies qui ne sont pas actuellement exploités, en particulier quelles lésions cérébrales, quelles sont les causes de la mort, les gens qui meurent dans la rue, de quoi meurent-ils? Eh bien, il y a tout un programme de santé publique, d'utilisation de données, à la fois sociologiques, médicales, etc., qui peuvent beaucoup aider, qui pourraient beaucoup aider, et des collaborations, par exemple, entre des neurologues ou des gens spécialisés dans l'anatomie pathologique du cerveau, pour certaines maladies, des gens qui meurent dans la rue, ça peut être extrêmement intéressant. Donc, je suis absolument d'accord. Je pense qu'il faudrait qu'on arrive à avoir plus de collaboration avec ce genre d'institut et vous savez mes idées là-dessus. Oui, Marc Jean-Pierre, je fais de la génétique sur le site.
Je veux dire qu'une grande partie des maladies qu'on rencontre, en fait, sont liées à un déséquilibre entre les gènes qu'on a, qui n'évoluent pas vite, et notre mode de vie qui, lui, évolue très, très vite. Donc, pour ne pas être trop bavard, en dehors des maladies infectieuses, il y a aussi des maladies qui émergent, comme l'asthme ou des maladies immunitaires. Et l'asthme, par exemple, les enfants qui sont en contact avec les gros animaux dans la ferme n'en ont pas, parce qu'ils ont un mode de vie traditionnel. Donc c'est pour faire un lien avec notre anthropologue. Et donc maintenant qu'on peut faire de la séquence à très très haut débit, on ne sait pas interpréter les données, mais ça c'est autre chose. Le fait que de nombreuses... Oui, le fait qu'il y a un déséquilibre entre les gènes qu'on a et notre mode de vie est quand même une des voies. Sim Schwartz, Institut Pasteur. Juste, il y a une notion qui mérite peut-être d'être un peu discutée, c'est celle de barrière d'espèce. Parce que finalement, qu'est-ce que c'est que cette barrière ? Quand on attrape la rage parce qu'on a été mordu par un chien enragé, c'est simplement, c'est le même virus qui est passé du chien à l'homme. Dans le cas du sida, à ma connaissance, on n'a pas vu tellement de différence entre le SIV et le HIV. Donc c'est en gros des hommes qui ont été contaminés par un virus de singe, un point c'est tout. Donc parler de barrière dans ces cas-là, c'est peut-être un peu excessif, parce qu'à côté de ça, il y a quand même des virus ou des bactéries qui sont strictement adaptés à telle ou telle espèce, et là, il y a vraiment une barrière à passer qui va être des mutations permettant d'être reconnues par tel ou tel récepteur. Dans le cas de la grippe, par exemple, on a quand même, si on prend le cas d'H5N1, H5N1 passe de l'oiseau à l'homme, mais ensuite, c'est pas contagieux, et bon, il y a des raisons qu'on donne pour ça, donc et le risque, c'est qu'il y ait justement des mutations qui fassent une véritable transmission à travers la barrière d'espèce. Donc c'est un peu flou, cette notion de barrière d'espèce. Quelquefois, il y a une barrière et quelquefois, il n'y en a pas. Oui, tu as tout à fait raison. Pour le virus de la grippe, c'est particulièrement frappant. En plus, si on regarde dans le détail l'évolution des épidémies de grippe, des pandémies de grippe, par exemple, celle de 2009, elle commençait par une forte mortalité. Peut-être c'était un prisme, mais les premiers chiffres montraient 10% de mortalité dans les 2 premières semaines. Et après, ça chute rapidement. Et dans la grippe espagnole, la première vague était bénigne, 0,1% de mortalité. La deuxième était maligne, 4%, 2 à 4%, ça dépend des endroits. Mais l'épisode initial, c'était un virus probablement aviaire porcin, probablement, enfin on n'est pas sûr. L'épisode initial dans le canton d'Haskell, dans le Kansas, c'est un médecin généraliste qui a publié ça dans un weekly report qu'on a. Il a vu 16 malades et il a eu 8 morts. Donc l'épisode initial était très létal. Après, peut-être que c'était le moment où le virus passait la barrière d'espèce. Après, comme je l'ai montré sur une des diapos qui était également tirée de nature, il y a eu un passage interhumain et le virus s'est très vite adapté. Et alors après, le devenir est inconnu. Dans le cas de 2009, il y a eu une chute complète de la contagiosité était extrême, mais la mortalité devenait de plus en plus faible au fur et à mesure. Donc c'est très difficile à prédire, mais tu as tout à fait raison, la barrière d'espèce doit être nuancée. Elle existe d'autant plus que ce sont des germes adaptés depuis une très longue période à l'espèce humaine. Les germes qui sont apparus au néolithique, il y a souvent qui sont très adaptés à l'espèce humaine, ils sont très spécifiques d'espèces. Puis d'autres qui viennent de la nature sont moins spécifiques d'espèces, et le plus étonnant, c'est les chauves-souris qui sont un réservoir de tous les virus de la création, enfin des virus. La rage ne leur donne pas de maladie, Ebola ne leur donne pas de maladie, je ne sais plus ce qu'ils ont encore. Il y a les virus Nipah, etc., qui sont dans les chauves-souris. C'est étonnant, les chauves-souris. Mais donc voilà ce que je voulais dire. Merci. Je voudrais juste dire à propos de ce qu'a dit M. Schwartz et rebondir sur ce que disait Frédéric Eke en citant Ron Fouchier. Vous savez, c'est le Hollandais de Rotterdam qui a fait dans un laboratoire de haute sécurité avec des financements européens et nord-américains cette mutation volontaire qu'il a voulu du virus H5N1 pour le rendre transmissible d'homme à homme. Et pourquoi a-t-il fait ça ? Il s'est justifié en disant mais je fais ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent non, le H5N1 ne franchira jamais la barrière d'espèce. Et je voulais vous montrer que si
Dame Nature, car en effet, il ne s'agissait pas, il ne faisait pas ça de façon ni malveillante, ni pour provoquer je ne sais quel désastre. Il faisait ça pour que l'on se prépare à ce qu'il y ait une possible mutation, parce qu'il montre que lui, il peut faire une mutation, donc la nature pourrait le faire aussi, qui permettrait au virus dit H5N1 ne pouvant jamais passer la barrière d'espèce, lui, de pouvoir le faire. Sans entrer dans un débat sur ce sujet important, moi je crois que ça peut être intéressant, mais ça donne une mauvaise image de la science. Et si on dit à quelqu'un, si je vous dis, voilà, je suis capable dans un laboratoire, en faisant 3 mutations ou 5 mutations, de transformer un virus qui est mortel à 60% pour l'espèce humaine, en un virus contagieux, qui sera probablement avec une forte mortalité, on peut le penser. Je pense que ce type de recherche donne une très mauvaise image de la science et qu'il pourrait y avoir des retours de bâton avec des lois encore plus difficiles. On ne pourra plus rien faire bientôt. Il faut être très, très prudent en termes de communication là-dessus. Parce qu'il n'a pas fait ça dans de très très bonnes conditions, parce qu'il n'était pas en P4, il était en P3, dit renforcé encore, quand on regarde les photos où il a travaillé, enfin ça peut être contesté. Voilà. Mais je trouve que ça peut être intéressant, mais ça pose vraiment le problème de l'image que la science, comme l'a fait Louis Pasteur, c'est quelque chose qui a quelque chose d'éthique et qui doit profiter à l'humanité. Et on ne voit pas en quoi ce type de recherche profite à l'humanité, sinon de pouvoir provoquer éventuellement un accident dont personne ne maîtriserait ensuite les conséquences. Donc je crois, et quand on voit les réactions qui ont eu lieu dans les journaux, le grand public ne comprend pas ce type d'expérience. C'est ça que je dis qu'il faut être prudent. Oui, alors, Rachid Manjeli, anthropologue. En suivant votre discussion, j'ai eu l'impression qu'on passait à la fois du local au global et puis entre le local au global l'intermédiaire, mais que tout ça c'était quand même insaisissable. Et comme chaque époque a son langage, et puis quand on dit maladie émergente, ça vient des pays émergents ? Est-ce que le lien entre la notion d'émergence, c'est un concept d'époque, c'est un concept... c'est cette première question sur la question du langage. C'est-à-dire comment on dit les choses et pourquoi ces mots-là. Parce que quand on parlait des pays, il y a 30 ans, 40 ans, les pays sous-développés, et il y avait des maladies des pays sous-développés, etc. Donc c'est la question de la sémantique qui m'intéresse là. Pourquoi ce concept, d'où il vient, comment il vient, c'est un transfert d'un champ sémantique à l'autre, d'un champ conceptuel, etc. Alors, maladie émergente, c'est une maladie qui apparaît, qui n'existait pas avant. Réémergente, c'est une maladie qui a disparu et qui réémerge, qui émerge. Mais je pense qu'il ne faut pas faire l'amalgame avec pays émergents, parce que d'abord, pays émergents, c'est des pays qui, au contraire, ont un développement économique. Mais on constate qu'il y a plus de maladies émergentes, peut-être parce qu'il y a plus de contact avec la nature sauvage ou avec des réservoirs sauvages dans les pays très pauvres, peut-être aussi parce que la maladie peut se propager plus facilement. L'exemple du sida. Le sida est apparu en Afrique, au Cameroun, puis à Kinshasa, et c'est là où, sans qu'on le sache, il y avait les cas, il y a eu une épidémie certainement à Kinshasa. Puis il s'est propagé dans le monde entier. Mais la probabilité peut-être d'apparaître est peut-être plus grande dans les pays très pauvres et très peuplés. Jacques Fabry, Santé publique, Lyon. Alors je voulais faire intervenir peut-être une autre dimension qui n'a pas été trop évoquée sur la table là, de nos 3 orateurs, qui a la dimension politique de santé. L'émergence comme une menace plus ou moins brutale sur la population induit un certain type de réponse de santé publique qui est un petit peu une réponse de haut en bas, en quelque sorte. Il y a un décideur qui doit prendre une décision, qui doit faire des choses. Comme disait Antoine Flahault, il y a des experts qui font leur mieux pour donner des indications avec les connaissances du moment. Et puis tout ça, ça descend sur la population. Et la population, on n'en a pas tellement parlé, mais c'est elle qui va devoir réagir. Et elle réagit avec son opinion, avec sa culture, avec ses représentations. Et ça marche ou ça ne marche pas. Et quand on regarde l'histoire des épidémies, ça ne marche pas toujours. Et la question que je me pose un petit peu, que je vous pose, c'est est-ce que, à l'avenir, ça va peut-être mieux marcher ou peut-être marcher moins bien ? Est-ce qu'il n'y a pas dans nos sociétés des éléments qui sont à l'œuvre qui font que peut-être
ça va être de plus en plus difficile d'amener dans ces démarches un peu de haut en bas, un peu brutales, forcément, des adhésions fortes. Quand on voit ce qui se passe avec la vaccination en ce moment, par exemple, moi je suis très soucieux de voir la désaffection massive pour les politiques vaccinales qu'on observe un peu partout, et beaucoup d'enquêtes vont dans ce sens-là. Et il y a des tas de phénomènes de ce type. Donc voilà, ma question c'est, est-ce que c'est important de parler de ça ? Est-ce que c'est une source de soucis ? Et est-ce qu'il ne devrait pas y avoir aussi un peu une prise en compte, en quelque sorte un peu préventive de ça ? C'est une certaine éducation, une certaine mise en jeu de notre rapport au risque, de notre rapport à l'évolution des risques, qui puisse être partagée par les individus, par les communautés d'une certaine façon, et qu'elles puissent métaboliser un peu à l'avance. Vous touchez du doigt ce que j'ai essayé de dire à la fin, c'est-à-dire que je ne l'ai peut-être pas assez bien dit, c'est le problème de la communication par rapport, de la transparence et de la communication par rapport à la population, c'est absolument essentiel. Et c'est là où les politiques de santé ont parfois des problèmes, comme on l'a vu en 2009. Il y a eu, je ne jette la pierre à personne, c'était difficile. Si on n'avait rien fait, on aurait jeté l'opprobre sur ceux qui n'ont rien fait si la pandémie avait tourné mal. Donc la communication, la transparence, c'est très important. Alors pour la vaccination, c'est un peu particulier, comme je l'évoquais avec quelqu'un en aparté. En France, dans les pays latins, il y a une très forte opposition à la vaccination, je dirais une opposition naturelle. Je crois que le chiffre est de 25% de gens qui refusent toute vaccination. Moi, je crois qu'il y a plusieurs raisons. Il y a des raisons, d'abord une raison religieuse. C'est-à-dire que la vaccination, c'est un acte qui va contre la providence. Et au XVIIIe siècle, on peut citer des ecclésiastiques comme le Cotton Mather aux États-Unis ou la variolisation, par exemple, de Louis XVI, où l'Église était formellement opposée à toute variolisation. À l'époque, c'était la variolisation. La deuxième raison, donc ça, c'est profond. Et c'est, après tout, on n'a pas... la nature fait bien les choses. Ce vieux mythe, la nature fait bien les choses. La nature fait mal les choses. Puisqu'elle tue très facilement les gens. Alors on va dire après, on n'aura pas l'explosion démographique si on laissait la nature, mais ça c'est autre chose. La deuxième raison, c'est les problèmes de la vaccination générienne au XIXe siècle. Au XIXe siècle, quand on a utilisé la vaccine, sans exactement savoir pourquoi, ce terme qui a été forgé par Pasteur, quand Jenner a montré que le Copox pouvait permettre de rendre résistant contre la variole, une maladie mortelle à 25-45%, on passait à une maladie dont on était totalement protégé. Mais cette vaccine, qui était faite souvent de bras à bras au début, jusqu'à ce qu'on utilise les bovins, eh bien, elle était assez dangereuse. D'abord, elle pouvait tuer. Une fois sur 100 000, on avait une vaccine généralisée, des morts d'encéphalite vaccinale. Mais surtout, elle transmettait des maladies. Elle transmettait la syphilis et l'hépatite B. Il y a eu des épidémies d'hépatite B à la fin du 19e par la vaccine. Donc elle avait très mauvaise presse. Et si vous regardez à la BNF quelques livres, ouvrages sur la vaccination, et j'ai notamment en tête un ouvrage de 1850 fait par un médecin de 400 ou 500 pages qui est pour dire que la vaccination, c'est une chose absolument inacceptable, c'est un crime, qu'il ne faut pas l'utiliser. Vous voyez, il y a une forte opposition. Et enfin, le dernier facteur est un facteur psychologique. Les gens n'acceptent la vaccination que si on leur explique le bénéfice-risque. Si vous vaccinez contre la grippe avec une grippe qui tue à 0,1%, sauf si ça vous touche personnellement ou si votre famille, on ne le fait pas. Si on avait une épidémie de variole, nous avons 90 millions de doses, 75 millions, 80 millions de doses de vaccins pour vacciner tous les Français en cas de problème avec, par exemple, une attaque bioterroriste à la variole. Il y aurait la ring vaccination dans un premier temps, puis toute la population pourrait être vaccinée en sachant, et je l'ai calculé, le nombre de morts
qu'il y aurait par la vaccination toute seule. Mais le nombre de vies épargnées serait énorme. Donc il y a beaucoup de facteurs culturels, et moi je crois que c'est l'information, que c'est... vous savez, Louis Pasteur, il a été extrêmement dénigré quand il vaccinait. On s'est moqué de lui. C'est incroyable les polémiques qu'il y a eu sur la vaccination contre le charbon, la vaccination contre la rage. On a dit qu'il avait inoculé la rage, etc. Enfin, il y a eu n'importe quoi. Il y a eu une opposition très très forte contre la vaccination naturelle. Alors dans les pays du Nord, c'est différent. Dans les pays du Nord, alors moi j'attribue ça personnellement aux facteurs climatiques. Quand vous vivez dans un pays très froid, comme la Scandinavie, quand il fait très froid, il y a une solidarité beaucoup plus grande entre les gens. Et se vacciner, finalement, c'est rendre service à ses voisins. On a beaucoup plus de solidarité. Dans les pays latins, il y a beaucoup plus d'égoïsme. Et donc, se vacciner, les gens, ils acceptent de se faire vacciner contre la grippe, en particulier si ça peut éviter à leur enfant ou à une personne âgée de leur entourage proche de faire la grippe. Mais vous voyez, c'est la phrase de Deleuze. Moi, ma famille, mon appartement, ma maison, mon quartier, ma ville, etc. Et d'autres pensent que c'est le monde, mon pays, ma ville, mon quartier, moi. Dans cet ordre-là. Dans ce cas-là, est-ce qu'on ne peut pas dire que ce que nous vivons n'est pas simplement un état du lien social? C'est-à-dire qu'en fait, est-ce que le meilleur argument pour la vaccination ne serait pas justement la dimension citoyenne, c'est-à-dire la dimension collective? Elle est souvent avancée, hein, mais ça ne marche pas. Mais est-ce que ce n'est pas l'argument très fort dans une période où justement, je me rappelle très bien, à cause de l'hépatite B, comment par rapport aux enfants, la réflexion de santé publique qui avait été très, très contestable, qui avait été de dire aux personnes « mais ce n'est pas la peine de vacciner si vous ne le voulez pas vos enfants », alors qu'on sait très bien au niveau médical que certes il y aurait peut-être, mais le lien n'a jamais été fait, comme quoi il y aurait des éléments de pathologie nerveuse qui pouvaient éventuellement advenir, mais par contre, ce qui est très bien, c'est comment on évitait un certain nombre d'hépatites, mais aussi de cancers, qui était, un gain évident dans le rapport bénéfice-risque. C'est-à-dire que lorsque l'on a des éléments comme ça, est-ce que la gouvernance ou le politique peut se permettre, pour des raisons politiques, de faire le lien, faire des remboursements, on le comprend très bien, mais en définitive, donner aux populations une liberté par rapport au collectif, d'éradication d'un certain nombre de virus par une vaccination qui soit en rapport avec ce que théoriquement la collectivité peut espérer. Est-ce qu'il n'y a pas un argument fort de notre société? Il faut réussir à convaincre. J'ai oublié de dire dans la communication, en particulier très récente, l'importance d'Internet. Et dans l'épidémie de la pandémie de 2009, si vous avez un peu surfé sur le net, c'est incroyable ce qui pouvait être écrit. C'est tout, n'importe quoi, la vaccination tue, etc. On avait tout. Et Barack Obama avait monté aux États-Unis un système dont il faudrait s'inspirer. Quand la pandémie a démarré, il a monté dans un bâtiment, il y avait des spécialistes d'Internet qui faisaient de la contre-information. Dès qu'il y avait une information fausse, Dieu sait si elles étaient nombreuses, on disait ça c'est faux, et il y avait des contre-informations, ils disent ça mais c'est faux, ils répondaient, etc. Mais il faut toute une structure pour faire ça. Parce que Internet est devenu très très important. Le moindre fou qui parle sur Internet peut prendre tout de suite une importance qu'il ne pouvait pas avoir autrefois. Alors on peut le déplorer, parfois ça peut être positif, mais dans le cas de la vaccination contre la grippe, ça a été extrêmement mauvais. Quand on dit la grippe donne une maladie neurologique, etc., sans avoir de preuves que c'est vrai, ou dire la grippe tue. Vous savez pourquoi il disait la grippe tue? Quand on prend les accidents de la grippe, on prend la mortalité, on prend tous les morts. Si vous mourrez d'un infarctus 4 jours après la vaccination ou d'un accident de voiture 9 jours après la vaccination, c'est pris en compte.
Et donc on vous dit, il y a eu 5 morts, il y a eu 10 morts, etc. Marie-France Pamser, laboratoire d'éthique médicale de Christian Hervé. Je voudrais vous poser une question concernant les bases de données dont vous avez parlé, puisqu'on sort d'une journée de réflexion sur les entrepôts de données et les bases de données, et donc avec les Québécois. Et donc évidemment, on a évoqué plein de craintes, plein de peurs. Et je me posais la question suivante, est-ce que le fait de rendre public les génomes avec la géolocalisation des virus en question, etc., dont on a bien compris l'intérêt en termes de santé publique, ne représente pas un danger en termes d'accessibilité du génome de base, de la géolocalisation, et donc des facilités, soit les expérimentations dont on vient de parler, soit le développement de nouvelles armes. C'est une question difficile parce que d'un certain côté, il est important d'avoir disponible ces données, qu'il y ait une liberté totale dans la science. Moi, je crois que la science il y a une frange infime de la science où il faut limiter l'information, en particulier pour tout ce qui est bioterrorisme. Quand on a séquencé en 91, 93, quand Greg Venture a séquencé le génome de la variole, ils ont séquencé 5-6 souches à cette époque, ça a été mis ça a été publié, ça a été mis sur Internet et maintenant c'est retiré. Bon, mettre certaines séquences, on a le virus H1N1 de la grippe espagnole qui est sur Internet. C'est une arme biologique fantastique, puisque c'est 10 000 fois plus virulent que le H1N1 actuel. C'est très, très virulent. Donc, d'un autre côté, on ne voit pas comment on pourra limiter. On ne voit pas comment on peut empêcher ça. Et je crois que globalement, c'est plutôt positif qu'on ait accès à toutes ces données, plutôt que d'essayer de contraindre. Et qui aura accès à ces données ? On va limiter la communauté. Donc, c'est tout un engrenage qui fait que ça n'ira pas dans le bon sens, à mon sens. Bonsoir, Mathieu Piccoli, je suis interne en médecine et je suis également doctorant dans le laboratoire d'éthique médicale et de médecine légale du professeur Hervé. Au final, vous avez fait tous les trois une ode à la transdisciplinarité et à la prévention. Alors, si j'ai bien compris l'intégralité de votre propos, en fait, vous appelez de vos voeux une véritable politique de santé publique globale, pérenne et coordonnée, qui prenne en compte à la fois l'environnement, c'est-à-dire les antibiotiques dans les eaux de consommation courantes, les polluants industriels, l'agriculture, mais aussi l'urbanisation, l'aménagement du territoire, etc. Et je voulais vous poser une question. Comment la faculté peut faire en sorte de s'impliquer dans cette politique de santé publique globale et pérenne, et si éventuellement il n'y avait pas intérêt à faire prochainement une rencontre Hippocrate autour de la vaccination, pourquoi pas. Levons les voiles et les peut-être tabous sur la vaccination. Pourquoi pas en invitant des opposants aussi, oui. Moi, je crois que les études de médecine, je vais venir aux études de médecine, puisque pour moi, les études de médecine, elles, comme je le disais tout à l'heure à d'autres personnes, on doit introduire de plus en plus, elles doivent devenir multidisciplinaires. Et en particulier, il faut introduire beaucoup plus de sciences humaines et sociales. Dans le programme officiel, on a 30 heures de sciences humaines et sociales pour les études de médecine, pour des gens qui, après 10 ans d'études, vont passer 2/3 de leur temps à discuter avec des patients. Donc il y a un problème avec ça. Et deuxièmement, nous enseignons, il faut faire son mea culpa, nous enseignons des maladies, mais nous enseignons peu la prévention, beaucoup trop peu. Parce qu'on fait les vaccinations, mais on ne fait pas la prévention du diabète, la prévention de toutes sortes de maladies. On ne le fait pas beaucoup, en tous les cas. Et donc, il faudrait peut-être augmenter l'éducation sur la prévention des médecins, des futurs médecins sur la prévention. Et il y a toute l'éducation des malades qui fait partie, à mon avis, aussi des missions de la faculté. Comment éduquer les malades ? Éducation thérapeutique, etc. Dans votre exposé, monsieur le doyen Berche, il y a tout d'abord tout l'aspect épidémiologique au niveau de l'infectiologie. Et on voit bien toutes les... Donc je fais mes études ici, dans cette faculté. Il y a plus de 40 ans, on parlait déjà du problème de résistance des bactéries vis-à-vis des antibiotiques. Bon. Qu'elle développait ces résistances. En 40 ans, on se rend compte qu'on est passé de la pénicilline, je sais pas, de la pénig ou de la péniv, à l'amoxicilline, auquel on a rajouté de l'acide clavulanique,
Donc c'est des spectres très très larges, et on s'étonne qu'il y ait des résistances. Bien sûr que non, il y a 40 ans, nous enseignons dans cette même faculté que l'avenir, c'était les résistances des bactéries vis-à-vis des antibiotiques. C'était un problème déjà dramatique. Bon. Et puis, quand on voit les maladies émergentes, donc pour moi, ça ne fait pas partie des maladies émergentes, on voit que les maladies nouvelles sont des maladies qui sont plutôt liées au système immunitaire. On a vu le diabète de type 1, on a vu la sclérose en plaques, on a vu... Voilà. Donc, ils sont plutôt des liens autres qu'infectieux. Voilà. Donc, je vais vous poser... Donc il y a deux choses différentes. Les maladies comme la sclérose en plaques, le diabète de type 1 ou la maladie de Crohn sont des maladies qui augmentent l'obésité, le diabète, l'obésité qui augmente actuellement. Alors on a quelques causes, et actuellement par exemple pour l'obésité et même pour le diabète de type 1, on accuse le microbiome, c'est-à-dire la flore intestinale. En fonction de votre flore intestinale, vous pouvez devenir obèse, etc. Parce que bon, pour faire très très schématique, il y a des bactéries qui vont utiliser plus facilement le glucose. Si vous n'avez pas cette flore-là, eh ben, vous allez absorber plus de glucose et devenir plus gros, etc. Pour la résistance aux antibiotiques, pour revenir à ça, elle est inhérente aux bactéries. Dès que la pénicilline a été découverte, le jour de sa découverte, pratiquement, on avait des bactéries résistantes en très faible nombre. La différence actuellement, vous avez tout à fait raison de souligner qu'on utilise de plus en plus des antibiotiques à large spectre parce qu'on ne veut pas prendre de risques. Quand on n'a pas le diagnostic, tant qu'on n'a pas le diagnostic, on va taper large. Après, quand votre patient est en train d'aller mieux, psychologiquement, je sais, j'ai fait un travail il y a 30 ans là-dessus, quand le patient va mieux, dire au prescripteur de changer de traitement pour prendre un antibiotique à spectre beaucoup plus étroit que le patient est en train de guérir, personne ne change le traitement. Donc on tape large et on garde, et c'est ça qui sélectionne les résistances. Donc les problèmes ne sont pas nouveaux, ils sont amplifiés actuellement. En fait, on a une certaine responsabilité. Je me rappelle d'un patron que tu connais bien, que tu as dû bien connaître, Maurice Rapin, qui justement s'était battu pour cela dans les années à peu près 85-86, qui montre bien, et malheureusement, le comportement des médecins est difficile à changer un tout petit peu. Donc on a peut-être à réfléchir sur nous-mêmes. Je voudrais, si vous voulez bien, déjà remercier nos conférenciers et peut-être faire un appel, si vous voulez bien. La fois prochaine, c'est le 16 avril. Le 16 avril prochain, j'aimerais que non seulement vous soyez là, mais vous fassiez venir d'autres personnes. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est la première fois qu'au niveau d'une faculté de médecine, et ça ne m'étonne pas que ce soit à Paris-Descartes, qu'on va faire venir un orateur qui va être en définitive devant vous tous, de manière officielle, un patient, et au-delà d'un patient qui est la représentante des patients et des associations de patients, c'est-à-dire tout simplement la présidente du collectif interassociatif qui vient nouvellement d'être nommée, qui vient d'être élue, et qui se trouve être, comme par hasard, une de mes anciennes élèves, Claude Rambaud. Ce que j'aurais aimé, si vous voulez bien, c'est qu'un certain nombre d'entre vous veniez, de manière à ce que nous discutions avec elle de l'information et de la communication. Pour ce faire, un certain nombre de professionnels, que ce soit de l'université, de l'hôpital, justement par rapport aux problèmes de l'information et de la communication, seront mobilisés pour répondre justement à son discours, qui va être un discours mobilisateur et qui va peut-être, encore là, nous impacter, nous interpeller, nous faire réfléchir tel que ces rencontres le voudraient. Il serait un peu dommage que devant la relative inertie dont on se plaignait encore il y a peu de temps, il serait dommage que les patients ne donnent pas leur voix, car nous nous rendons compte dans les problèmes que la médecine et la santé publique peuvent avoir actuellement, qu'en grande partie, ils doivent se retrouver dans, je dirais, des combats et de manière associée. Donc c'est pour ça que je vous invite, comme dit Paul Ricoeur, de mettre en force votre engagement, vos convictions,
pour exprimer vos libertés par rapport à des systèmes, par rapport à des gouvernances, dont on vient de dire justement qu'il était important qu'on y réfléchisse, ce qui ne veut pas dire pour autant que Claude Rambaud aura tout à fait raison sur tout ce qu'elle dira, bien entendu. Il est important que ces débats soient des débats non pas polémiques, mais comme l'a dit notre doyen tout à l'heure, inspirés de la raison, des logiques et de la science, de manière à ce que justement cette science n'ait pas l'image. Alors, monsieur, notre collègue anthropologue, Frédéric, me proposait de faire une petite pub aussi pour une réunion qu'il fait au Collège de France, et je vais lui passer la parole. Merci. Oui, j'organise donc le 10-11 juin au Collège de France avec le professeur Sansonetti, un colloque international sur les zoonoses, rassemblant des anthropologues et des biologistes, donc cet appel à l'interdisciplinarité, où nous reprendrons ces questions de barrières d'espèces, de facteurs d'émergence et d'acceptabilité des mesures de santé publique. Donc vous y êtes tous invités, bien sûr. Quel jour ? 10-11 juin. Je suis persuadé que Patrick Berche est libre. Je vais essayer. Peut-être pas les 2 jours. Hein. Mais tu as la parole, Patrick. Je voudrais juste ajouter, faire un peu de publicité pour la dernière conférence d'Hippocrate, auquel je tiens beaucoup. Encore plus difficile. C'est une conférence sur l'autisme. Et nous allons avoir un patient qui va nous porter témoignage. Et je crois que ça va être vraiment très intéressant. C'est lui qui sera le conférencier. Et je ne le connais pas encore actuellement, mais je sais qu'il exprime très bien ce qu'il ressent. Et nous aurons un débat qui, vous savez, est quelque chose de très chaud, hein, entre les psychanalystes. Et je crois que ça peut être très, très intéressant pour vous. Et je vous invite à ne pas oublier cette conférence qui a lieu le 4 juin à 18h ici. En fait, moi, je suis beaucoup plus simple. Venez à chaque fois, nous sommes heureux de vous voir. Et à chaque fois, on vous donne des choses à lire. Mais faites attention, un de ces jours, on va faire l'interrogation écrite. Parce que ce n'est pas le tout de vous donner des choses comme ça. Il faut voir comme quoi, vraiment, si l'interprétation est bonne, et en plus, si vos actions sont en rapport avec ce qu'on vous demande de faire, hein, bien sûr. Donc, au 16 avril. Merci beaucoup.